tous, bienvenue sur Actu Matin. Le Bénin est de retour à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Il aura fallu attendre la dernière minute de la dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 pour voir le Bénin se qualifier pour une nouvelle édition de la Metz continentale de football. La tradition est respectée encore une fois sur cet important événement. D'abord, on en parlera de long en large sur Actu Matin ce matin avec déjà la une des journaux et la revue de presse. Vous le verrez, les quotidiens pratiquement dans leur totalité y reviennent. Enfin, de ce sujet, la principale information de ce matin. Ensuite, nous irons à Tripoli pour revivre les derniers moments d'avant la fin du match qui qualifie le Bénin. La communauté béninoise sur place là-bas est sortie pour pousser le 11 national. Eugène Malik Adensi sera au téléphone pour nous faire le point. Il a fait du football et il était au stade hier. Puis nos moments de discussion. D'abord avec Sport Matin, Candide Rourenton et Memo Couton sont tous deux chroniqueurs sportifs. Ils nous aideront à tirer les leçons essentielles de cette campagne des éliminatoires qui s'achève ainsi en attendant le début de la compétition au Maroc en 2025. Et enfin, le débat sur l'Actu Matin qui va revenir sur ce que le profane attend de la nouvelle participation des Guépards à la CAN. Bienvenue à tous. Voici la une des journaux. Qualification pour la CAN Maroc 2025. Mission accomplie pour les Guépards, Libye 0, Bénin 0. Les vérités d'un match irrespirable. Le président Louis Vlavounou admire le courage de nos joueurs. Affaire Steve Amoussou, un débat autour d'une exception de nullité repousse le procès au 9 décembre prochain. Et puis exposition aux polluants de l'air, un risque accru de fausses couches pour les femmes enceintes. Budget général de l'État pour l'exercice 2025, les institutions de la République défilent devant la commission budgétaire. Nous passons maintenant à le Télégramme, CAN Maroc 2025, l'historique qualification des Guépards. Le matinal, qualification du Bénin à la CAN Maroc 2025, bravo. Patrice Talon, l'observateur ce matin, 80 ans après cette tragédie, le gouvernement sénégalais et les élites d'Afrique rouvrent les événements de Tiaroy. Décryptage info, sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, la production céréalière en baisse de 700 000 tonnes en 2024, d'après la FAO, matin libre. CAN Maroc 2025 de la douleur. Le Bénin est qualifié. Gaskiani Info, Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. Le retour des Guépards du Bénin et puis indice harmonisé des prix de consommation. Une légère augmentation à constater. Le journal. Et puis la relève info, sommet G20 à Rio, Brésil. Lula réitère son engagement en faveur de la lutte contre la faim. Passons maintenant le Figaro national. Procès hier à la criette. Steve Amoussou, alias Ronvi, à qui profite le crime de mon enlèvement, s'est demandé. Le journal. Vous avez avec le quotidien Asiara, participation aux élections générales, lequel des deux logos portera la candidature du duo de la continuité. Et en termes donc de logo, vous avez celui de l'UPR, le renouveau, et puis celui du bloc républicain. Dabarou, consommation de l'eau depuis quand la source de vie devient source de mort. Veille info ce matin. Steve Amoussou à nouveau devant la criette entre polémique et espoir de justice. Question en manchette du quotidien. Nous voici de retour pour la deuxième lecture de fraternité. Qualification pour la CAN Maroc 2025. Mission accomplie pour les Guépards, Libye 0, Bénin 0. Les vérités de match irrespirables. Le président Louis Vlavounou de l'Assemblée nationale admire le courage de nos joueurs. Steve Amoussou, un débat autour d'une exception de l'unité, repousse le procès au 9 décembre prochain. Nous apprend donc fraternité. Exposition aux polluants de l'air, un risque accru de fausses couches pour les femmes enceintes. Un dernier titre à la une de fraternité, budget général de l'État pour l'exercice 2025. Les institutions de la République défilent devant la commission budgétaire.
Voilà donc ce qu'on peut retenir des quotidiens parvenus à Canal 3 Bénin très tôt ce matin déjà dans Fraternité, notamment à la page 3. Vous avez notamment ce retour sur ce qui fait l'actualité dans le monde des sports depuis hier. Les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 avec cette qualification du Bénin arrachée en terre libyenne. Mission accomplie en tout cas pour les Guépards, proclame ce matin le journal qui paraît à Bénotin. Les Guépards sont allés décrocher un 0 but partout. Le journal nous propose justement sa lecture de cette confrontation qui a été assez difficile et pénible, en tout cas pour les ambassadeurs du Bénin. Mais à la fin, en tout cas, le Bénin est qualifié, c'est ce qu'il faut retenir d'essentiel. Et tout au long de ce numéro de votre matinale, on en parlera. Déjà même avec la une des journaux que vous avez pu découvrir. Et après, on en discutera aussi avec Candide Honrette et Memo Couton lors donc de l'escale des sports tout à l'heure derrière le bulletin d'information qu'on aura ensuite dans un instant. Et puis nos débats aussi vont porter là-dessus. N'oubliez pas cet appel qu'on fera directement à Tripoli pour appeler un Béninois qui a assisté au match d'hier et nous dira quelles ont été les sensations qu'il a bien pu éprouver pendant les 90 minutes et même après le coup de sifflet final. Cette actualité footballistique a éclipsé une autre affaire qui aurait pu être au devant de l'actualité, l'affaire Steve Amousso, puisque le procès démarrait hier. Fraternité ne s'est pas laissé trop distraire. En tout cas, le journal a pu suivre ce qui s'est passé à la Criette. Il y a eu un débat autour d'une question d'exception de nullité. Eh bien, ce débat a obligé à repousser le procès pour le 9 décembre prochain. De quoi retourne cette affaire? Achetez le journal, allez notamment à la page 4 du quotidien et découvrez l'essentiel à retenir de ce qui a été dit hier à l'occasion. On va passer maintenant à l'acte 2 d'Actu Matin ce matin. Voici le bulletin de l'information. Florence Boussa, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Novembre bleu, c'est toujours en cours, non, séance d'information, pardon, et de présentation des réformes relatives au paiement des impôts et taxes au Bénin. L'initiative émane de la Direction générale des impôts. Elle a pour but de présenter aux contribuables tous les efforts consentis par la direction en vue de faciliter le paiement des recettes fiscales. On aura un peu plus de détails dans un instant. Et puis, audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il y a que le président Édouard Loko a reçu le rapporteur général du Haut Conseil de la communication de la République centrafricaine, Simon-Pierre Numba, venu s'inspirer du modèle de la HAC du Bénin en matière de gestion des élections locales. Vous l'aviez à l'écran tout à l'heure. Vous allez entendre ses propos. Voici le bulletin. La Direction générale des impôts a organisé dans la soirée du vendredi dernier une séance de présentation de ces réformes relatives au paiement des impôts et taxes au Bénin. La présentation a été intitulée Réforme de la Direction générale des impôts du Bénin en faveur du climat des affaires. Elle avait pour objectif de présenter aux contribuables tous les efforts consentis par la Direction générale des impôts en vue de faciliter le paiement des recettes fiscales et l'allègement des formalités d'enregistrement des entreprises. Maël Leroux Bello et Simon Roulon. L'entreprise est créée au Bénin désormais, elle n'a plus l'obligation de se présenter dans le service des impôts pour se signaler. Elle peut commencer directement sans aucune procédure, pas fonctionner, pas exercer. L'amélioration du climat des affaires et la prospérité des entreprises opérant au Bénin sont des préoccupations autour desquelles la Direction générale des impôts s'est activée durant ces 5 dernières années. À cette soirée où étaient conviés chefs d'entreprise et membres du patronat des entreprises, les réformes de la Direction générale des impôts du Bénin en faveur du climat des affaires ont été présentées. Plusieurs avancées majeures sont à mettre à l'actif de ces réformes, notamment la simplification des procédures et formalités et la digitalisation des procédures fiscales. Depuis 2018, la DGI a installé
plateforme qui permet aux contribuables de télédéclarer et de télépayer tous les impôts, je dis bien tous les impôts et taxes. Dans le même registre, la DGI a procédé à la dématérialisation de la demande de l'attestation de régularité fiscale. Désormais, les entreprises peuvent également effectuer les dépôts des états financiers en ligne. Aussi, la DGI a fait de la transparence une qualité inhérente à ses offres. Pour satisfaire au mieux donc, ces partenaires qui sont les contribuables, a créé une cellule entièrement dédiée aux contribuables. Et la mission de cette cellule, c'est d'accueillir, écouter et servir loyalement le contribuable. Il s'agissait également pour la DGI de recenser les préoccupations des contribuables afin d'y apporter des solutions permettant ainsi d'améliorer les recettes fiscales en République du Bénin. Est-ce qu'il y a un seuil avant qu'on ne rembourse ou bien avant qu'on utilise un crédit d'impôt? L'occasion de cette rencontre a également mis en avant les mesures importantes prises par la Direction générale des impôts pour l'année 2025. Je voudrais annoncer par exemple l'extension du système de paiement des impôts en ligne aux personnes physiques et aux très petites entreprises. Malgré les efforts consentis par la Direction générale des impôts, elle reste toutefois consciente du chemin à faire en vue de poursuivre l'amélioration constante de la qualité de ses services. On s'intéresse à présent aux enseignants des lycées et centres techniques et professionnels du Bénin qui sont en formation pendant un mois. Ils vont se familiariser avec les outils informatiques, acquérir de nouvelles connaissances afin de les faire profiter aux apprenants. L'initiative est de l'Institut Polytechnique Ningbo en collaboration avec le ministère de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. C'est le lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato qui accueille la formation. Reportage de Ingrid Day présenté par Esther Tofa. Doter le Bénin d'un vivier de compétences à même de s'adapter aux nouveautés en numérique afin d'accélérer le développement et le positionnement du Bénin en pôle d'expertise du numérique dans la sous-région. Ainsi se résume l'objectif de cette formation dédiée aux enseignants venus des lycées et centres techniques et professionnels. La mise en œuvre de ce programme de soutien à l'EFTP et de promotion de la formation professionnelle permettra à notre pays d'avoir un sous-secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle au rythme des nouvelles mutations socio-économiques qui imposent une amélioration continue de la qualité des prestations et productions, ce qui passe naturellement par la veille stratégique, l'innovation, la culture de l'assurance qualité et la recherche. Une soixantaine au total, ces enseignants seront outillés sur la programmation Python et les techniques de réseau, autant de connaissances qui leur seront inculquées par des experts chinois. Les technologies de l'information jouent un rôle crucial dans l'évolution du monde à notre époque, puisqu'elles représentent une force majeure pour promouvoir le progrès social et le développement économique. À cet égard, j'attache beaucoup d'importance à cette formation, dans l'attente de voir qu'elle permettrait à tous les participants de maîtriser les connaissances et compétences relatives à l'informatique, voire de devenir des experts béninois en la matière, afin de contribuer au développement du Bénin. Aux commandes de cette formation d'un mois, l'Institut Polytechnique Ningbo de la Chine et le ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Tanguy vous l'annonçait en titre, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Edouard Loko, a accordé ce lundi une audience au rapporteur général du Haut Conseil de la Communication de la République centrafricaine. Occasion pour ce dernier d'apprendre de l'expérience de la HAC dans le cadre des élections locales. On l'écoute à la sortie de cette audience. L'objet de la mission, la visite, c'est de venir en compagnie du président du Haut Conseil de la Communication de la République centrafricaine pour rencontrer
nos homologues de la HAC afin de nous imprégner de l'expérience de la HAC, parce que en République centrafricaine, nous avons au mois de juillet de l'année prochaine des élections locales, c'est-à-dire municipales et régionales. Pour ce qui concerne les élections municipales, nous ne les avons pas organisées depuis environ une quarantaine d'années. De sorte que l'instance de régulation des médias de la République centrafricaine n'a jamais eu l'occasion de gérer des élections locales. Or, ici au Bénin, c'est un exercice auquel l'instance de régulation est assez familiarisée, on va dire. Donc c'est important pour nous de venir échanger avec nos homologues du Bénin sur leur expérience en matière de gestion des élections locales. Donc c'est l'objet de la mission, et maintenant nous avons effectivement été reçus par le président de la HAC à l'instant. On pourrait dire que pour l'instant, avec le président de la HAC, ça a été une rencontre à caractère protocolaire pour d'abord le saluer, lui présenter nos civilités, et ensuite on va se mettre au travail et on reviendra vers lui naturellement pour faire un retour du travail qu'on aura effectué. Les fils et filles de l'arrondissement d'Ekpé, commune de Sémé-Podji, se sont retrouvés pour leur fête identitaire dénommée Ekpé-Hui. Étalée sur plusieurs jours, cette fête de retrouvailles était des moments de consolidation des liens, de partage, mais aussi de contribution financière pour la construction de modules de classe au CGE1 d'Ekpé. Vous aurez les précisions dans nos prochaines éditions. Tanguy, c'est la fin du bulletin d'information. Merci beaucoup à vous, Florence Bossa, pour donc la présentation du bulletin d'information ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, l'actualité depuis hier, vous le savez, c'est la qualification du Bénin pour la CAN Maroc 2025. Ce sera l'essentiel du sujet dont on va parler tout au long donc, de cette matinale. Et déjà, on va commencer avec mon invité au téléphone. On prend donc notre appareil téléphone et on appelle Tripoli ce matin. Donc, notre invité au téléphone ce matin, il est en ligne depuis Tripoli, Eugène Malik Adensi, béninois résident donc dans la capitale libyenne et soutient des guépards hier lors du dernier match des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Monsieur Adensi, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté de partager avec nous les moments que vous aviez vécu hier soir. Ça devrait être exceptionnel puisque vous étiez au stade pour soutenir l'équipe nationale. Alors comment avez-vous vécu chaque minute de cette rencontre entre la Libye et le Bénin? Bon, tout d'abord, je salue tous les Béninois et je salue également le président Patrice Talon et toute l'équipe en place, tout ce qu'ils ont mis en place pour supporter les guépards jusqu'à Tripoli parce qu'ils se sont bien organisés. Et sur le terrain de Tripoli, en même temps, l'arrivée de nos guépards sur le terrain, c'était une joie immense quand même. Ah oui? C'était une joie immense. Et puis, nous, les supporters béninois, qui étaient là pour les accueillir aussi avec nos cris de cœur, la joie, les chants, ça prouve déjà qu'il y a déjà l'espoir de la victoire. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles pour vous lors du match? Bon, bien avant le match, il y a déjà des agressions parce que la façon dont nous, on est comblés de joie et pour accompagner les guépards, ça faisait déjà une crise de reine entre les Libyens et nous-mêmes. Donc, bien avant le match, ils ont commencé par déjà verser de l'eau sur nos drapeaux tricolores. Ils ont commencé par nous jeter des bidons d'eau, des petites bouteilles d'eau, et puis, bon, sur nos visages, un peu partout. Donc,
On s'est calmé. Bon, moi, en tant que membre de l'association des Béninois de la Libye, bon, j'ai calmé mes compatriotes. Et puis, ça n'a pas quand même dégénéré. Et puis, la police était aussi de notre côté. Bon, la police n'était pas nombreuse, mais il y a au moins 3 policiers qui nous ont encadrés. Et puis, tout est rentré dans l'ordre. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous aviez eu peur que le Bénin soit éliminé? Bon, le moment où j'avais eu peur que le Bénin soit éliminé, c'est au niveau où l'arbitre est contre le Bénin. Parce que moi, je ne peux pas cacher mes impressions. L'arbitre est vraiment contre le Bénin. Il n'a même pas de patience. Il ne fait que donner des cartons jaunes à nos joueurs qui partent. Et puis ça nous donnait la colère, si bien que le terrain était devenu triste. Ben, Dieu merci, ça s'est bien terminé. Que pensez-vous de la prestation de Guépard hier? C'était parfaite. La prestation de Guépard était parfaite. Seulement, bon, il y a des moments où, bon, quand même, l'entraîneur devrait prendre le relais pour au moins changer les joueurs qu'il faut à leur place. Mais ça a traîné. Ce qui a fait que, bon, nous n'avons pas rapidement marqué le but. Sinon, on devrait au moins marquer un but. Et quel joueur on aurait dû changer à votre avis? Bon, moi, je ne maîtrise pas trop les joueurs, mais quand même, bon, c'est eux qui maîtrisent le terrain et qui savent. Surtout au niveau de l'attaquant, bon, c'est un peu faible, quoi. Parce que les Béninois n'ont pas pu maîtriser la situation sur le terrain rapidement. Bon, c'est à la dernière minute qu'ils ont fait les efforts nécessaires. Mais bon, on est presque à terme. Est-ce que vous aviez fait la fête hier, après le match? Après le match, juste la fin du match, on était gardé sur le terrain. Et en même temps, les petits bidons, les petites bouteilles d'eau ont envahi le terrain. Et puis, bon, on a même peur de sortir. Parce que les policiers nous ont maintenus là, ainsi que notre consul honoraire, M. Adombali Paul. Il a fait tout le nécessaire, il m'a informé. M. Malik Adensi, en tant que chargé des informations de l'association des Béninois de la Libye, il m'a informé, il m'a tenu informé rapidement. Bon, M. Malik maîtrise les compatriotes, personne ne sort. Vous restez là jusqu'à la nouvelle ordre. Donc, on a passé presque 2 heures de temps sur le terrain après le match. Donc, on a fait des négociations avec la police pour nous sécuriser avant de sortir finalement. Et tout le monde va bien maintenant? Bon, j'ai appris aussi que nos joueurs ont été attaqués sur la route de l'hôtel. En allant vers l'hôtel, on les a attaqués sur la route. D'autres ont été blessés. Mais bon, pour le moment, tout est rentré dans l'ordre quand même. Oui, parmi les Béninois résidents en Libye qui ont fait le déplacement sur le terrain, est-ce qu'il y a eu... est-ce que tout le monde est bien rentré chez lui? Oui, tout le monde est bien rentré parce que je les ai bien encadrés quand même. Je les ai donné des instructions fermes. Donc, c'est ce que le consul m'avait donné. Et puis, tout est rentré dans l'ordre. Tout le monde, je les ai quand même dirigés. Chacun de nous, chacun s'est retrouvé chez soi tranquillement dans la paix, dans la convivialité. Le Bénin est qualifié pour la CAN Maroc 2025. Ça vous fait quoi, vous, personnellement? Le Bénin, d'abord, est qualifié pour la CAN 2025 au Maroc. C'est déjà une fierté pour nous. Ça montre déjà que le travail a été fait au niveau des joueurs et même de l'équipe nationale. Ouais. C'est déjà une grande fierté pour nous, les Béninois de la diaspora. Ça prouve déjà que nous avons de l'espoir. Et par rapport à l'équipe de Guépard, là où il y a de l'avenir. Là où il y a de l'avenir, Là où il y a de l'avenir, il faut simplement leur donner le courage pour affronter l'adversaire. De ne pas paniquer, peu importe la direction, peu importe là où ils se retrouvent, peu importe dans n'importe quel pays. De ne pas paniquer parce qu'il y a déjà la peur qui les a déjà envahis un peu. Donc, chacun se réserve un peu quoi. Donc, ils ont pu garder le ballon avec eux jusqu'à ça qui a causé les cartons pour faire passer le temps quoi. Monsieur Jean Malik Adensi, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Je rappelle que vous êtes béninois à Tripoli, la capitale libyenne. Merci bien et agréablement chez vous. Bonne journée. Merci bien. Retour à Cotonou et place maintenant à Sport Matin. Ce sera un format exceptionnel ce matin. Actualité oblige. Voici Sport Matin.
Ce matin, on va passer le moment Sport Matin à 3 avec notamment un invité. Je vais commencer déjà par vous présenter le patron de la rubrique, Candide Okungato, bonjour. Tanguy, bonjour, bonjour à tous nos téléspectateurs. En face de vous, justement, Memo Couton. Memo, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Candide, bonjour à toutes, bonjour à tous. Chroniqueur sportif, merci beaucoup d'accepter de venir discuter avec nous de cette actualité-là. Candide, avant de donner la parole à notre invité ce matin, on va faire rapidement le tour de cette actualité en images et en propos. Oui, on va le faire, bien entendu. Le Bénin sera-t-il à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Les Guépards ont fait le choix, c'est affirmatif, c'est fait. Le Bénin a obtenu hier son billet pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Guépards ont freiné, bien entendu, par 2 fois sur le chemin de la qualification, notamment au cours de la 4e et 5e journée de ces éliminatoires, seront bel et bien du rendez-vous du Maroc de 2025 face à la Libye. Le Bénin a bien entendu n'avait besoin que d'un petit point pour se compter parmi les participants de la prochaine CAN, et Ganotro et ses hommes ont bel et bien réussi à l'arracher face aux Chevaliers de la Méditerranée au bout d'un match intense et à suspense jusqu'au coup de sifflet final. Score à l'arrivée, 0 but partout entre le Bénin et la Libye, et le Bénin signe ainsi son retour en Coupe d'Afrique des Nations après donc 2 absences. Je vous propose ici un extrait du sélectionneur des Guépards, Ganotro, à l'issue de cette explication qui a opposé Guépard aux Chevaliers de la Méditerranée. C'est pas un rêve, je pense que c'est un projet qui s'est réalisé. On était venu pour rajeunir l'équipe, pour avoir un groupe cohérent, un groupe conquérant aussi, et surtout solidaire. On a vu cette solidarité aujourd'hui, et ça n'a pas été facile. Vous avez vu la fin du match, vous avez vu l'adversaire, vous avez vu l'ambiance. On avait encore un blessé hier, qu'il a fallu remplacer au dernier moment. Donc ça n'a pas été simple, mais la solidarité du groupe, et puis ces jeunes qui ont apporté toute la fraîcheur, et les anciens qui les ont accueillis, ça donne une équipe vraiment très intéressante. La solidarité entre la jeunesse et puis bien entendu des joueurs expérimentés de l'équipe nationale ont fait bien entendu la force des Guépards hier face aux Chevaliers de la Méditerranée. Ce sont là les mots de Ganotro, le technicien franco-allemand qui a à charge bien entendu le groupe des Guépards du Bénin. Vous l'aurez constaté, ce sont des images qui nous sont parvenues de nos confrères bien entendu du service public. Je vous propose ici maintenant un extrait de quelques Guépards à l'issue bien entendu de cette explication qui a opposé les Guépards du Bénin aux Chevaliers de la Méditerranée. C'était bien entendu après ce match et bien sûr dans les vestiaires. C'était vraiment une zone de guerre, si je peux dire. Cette équipe de la Libye, ce pays, je dirais même ses supporters, ne nous ont pas respectés en début de match. Ils ont sifflé notre hymne national et on en a fait une affaire personnelle. On voulait sortir de ce match avec la qualification. On l'a fait dans la difficulté, mais on a réussi. Aujourd'hui, le Bénin va à la CAN. Le Bénin sera à la CAN 2025. On peut être fier de ce qu'on a réalisé avec ce groupe de jeunes joueurs, ce nouveau groupe. Je pense que tous les Béninois aujourd'hui sont en train de faire la fête au pays. On leur a offert ça et j'espère qu'ils vont continuer à nous soutenir. On vient d'écrire l'histoire, c'est quelque chose d'incroyable et c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Parce que venir ici et aller chercher un nul, c'est quelque chose. Le meilleur défenseur, on est à la CAN, pas du champion. C'était quelque chose de pas facile parce que vraiment, on a eu un public chaud et on savait qu'ici ça allait être dur. Vous avez promis l'enfer et on a réussi à maintenir notre cap, à être solidaire, à être costaud défensivement. Et voilà, ça a payé, donc on est tous très contents. Ils sont tous très contents, ces Guépards qui signent le retour du Bénin, bien entendu, en Coupe d'Afrique des Nations après 2 absences, notamment au Cameroun et puis en Côte d'Ivoire. Tanguy, vous êtes certainement heureux comme ces Guépards. Un bon compatriote, un bon patriote aussi. Ce fut une belle ambiance en tout cas hier. Les derniers instants du match ont été très difficiles. Mais Mokoto, vous avez été aussi stressé pour les dernières minutes. Vous savez, ne pas être stressé, c'est ne pas être sportif. Vous avez toujours été stressé quand vous êtes face à ces situations. Dans les derniers instants surtout. Ces choses à l'aide, ces sueurs froides que la défense béninoise a essuyé avec
beaucoup plus de chance, cette tête décroisée qui n'a pas été cadrée. Qui est passée juste à côté. Et puis après, vous voyez la faute de du capitaine Steve Mounier, pratiquement à la lisière de la réparation. Vous voyez ces choses-là. Comme on le dit dans un jeu, quand vous êtes dans un match de cette envergure, il faut éviter ces genres d'erreurs. Ça nous a coûté beaucoup à Kigali avec justement cette charge. Absolument. Et ce pénalty qui a amené le deuxième but. Donc, mais on va le dire, il s'en était sorti. Tout le monde s'en était sorti un peu plus chanceux parce que, écoutez, la chance, ça accompagne tout le monde, ça accompagne également les grands. Et la chance avait choisi son camp hier, c'était le Bénin. Et journaliste, Candide, on ne doit pas stresser, lui doit être normalement sensible, non, journaliste? En bon compatriote, tout le monde doit être stressé, si on peut le dire. Vous avez dit donc été stressé hier. Après tout, nous sommes tous béninois, et puis après, on se doit d'accompagner le Guépard. De toute façon, même si on est journaliste, on se doit d'accompagner le Guépard. Hier, on était stressé, disons presque le cœur parle toujours. Hein. Ouais, le cœur parle toujours durant presque tout le match, et surtout dans les derniers instants de la rencontre où on a eu droit à pas mal de scénarios, les chevaliers de la Méditerranée qui se sont déchaînés, ils voulaient coûte que coûte arracher la victoire, parce que dans l'autre rencontre, on a vu le Rwanda marquer le second but de la partie face au Nigeria, et puis après, une victoire qui allait qualifier bien entendu la Libye, parce que dans ce contexte, le Bénin aura 7 points, la Libye aura 7 points. On va se référer à l'article 14 alinéa 1-3 de cette campagne qui va donner bien entendu la victoire à la Libye, parce que la Libye avait marqué un but au match aller bien entendu, et les Guépards n'en ont pas marqué, sinon n'allaient pas marquer hier. Au-delà de la journée, je dois dire, qui, ma foi, est très décisive ou était très décisive pour la qualification du Bénin, comment avez-vous apprécié la rencontre entre les deux équipes et le comportement justement de l'équipe béninoise? Non, le comportement de l'équipe béninoise, c'est que ça leur est déjà arrivé une première fois. On se rappelle de ce scénario de la Sierra Leone, où finalement ça a été période joué, de la Covid. La période de Covid, et ça a été finalement joué en Guinée, et puis on est passé à côté. Et également l'édition de la Côte d'Ivoire, où ça s'est passé également en Mozambique, où on est passé à côté. Donc quand ça vous arrive une première fois, vous ne tirez pas vos leçons, la deuxième fois, vous ne tirez pas vos leçons, c'est qu'il faudrait cette fois-ci montrer à tout le monde qu'on a tiré les leçons. La leçon, c'était quoi? On a été tout le temps à la recherche d'un seul but ou bien un nul. Et donc, et le CSE, il a dit avant l'entame. C'est arrivé aussi en Libye, pas en Libye, au Mali. Au Mali, oui, justement. Vous voyez un tout petit peu. Donc, le CSE s'est dit, là, il faudrait que je joue vraiment intelligent. Il faudrait que je cherche juste le nul ou bien à la rigueur un but pour me mettre à l'abri. Ce qu'ils ont fait, et vous allez voir l'organisation du jeu, ils ont été très intelligents, les joueurs. Le sélectionneur également, il est resté dans son match, et vous allez voir à un moment donné, les gars qui étaient sur le banc de touche, les joueurs, tous ceux-là qui étaient sur le banc de touche, ils étaient un tout petit peu agités. On a vu l'analyste vidéo Aden Traversi qui s'est levé et a demandé à tout le monde de rester serein, de rester calme sur le banc pour quand même être concentré. C'est de ça qu'il est question, parce que quand ça fuse de toutes parts du banc de touche vers les joueurs, ça perturbe également la concentration. Et ça distrait justement. Oui, analyse du match. Analyse du match, on a vu une belle solidité défensive des Guépards du Bénin. Ils étaient plus défensifs qu'offensifs hier. Memo l'a dit tout à l'heure, Gernot Rohr a voulu procéder par cette formule. Défendre coûte que coûte, pourquoi pas un point pour espérer être du rendez-vous marocain, ou à la limite marquer un but, procéder par la contre et marquer un but pour se mettre à l'abri. On a vu les Guépards hier qui ont tenu durant toute la rencontre, si on peut le dire ainsi, mais après, ils ont essayé par quelques situations de s'offrir ce but-là pour se mettre à l'abri, mais malheureusement, le manque de lucidité n'était pas au bout des pieds. Il y avait aussi une belle solidité défensive en face aussi. La Libye qui a fait montre d'une belle solidité défensive face aux Amavubi du Rwanda lors de la 5e journée, qui ont voulu réitérer cela. Cette victoire. Ils ont voulu réitérer cela face au Guépard du Bénin, mais avec cette ambition tout de suite affichée de pouvoir faire mal à l'équipe béninoise. Même après, on a vu le mur béninois aussi qui était, bien entendu, je veux parler qui s'est bien érigé, bien entendu. On a vu que ce soit Marcel Dandinou, que ce soit la défense, et même au milieu, on se battait, on voulait se transcender sur le terrain, on voulait à coûte que coûte arracher ce point du nul, si possible même aller arracher cette victoire, et c'est ce qui a marché hier face aux Chevaliers de la Méditerranée. But ou pas but hier sur l'action de Steve Mounier?
On va le voir d'ailleurs sur... Oui, parce que c'est passé tout à l'heure. Hein. En tout cas, William va nous permettre de jeter encore un coup d'œil. Oui, moi, je pense qu'il n'a pas but. Ah, oui? Je pense qu'il n'a pas but. L'arbitre a pris la bonne décision. C'est vrai qu'on mais il était très loin de l'action. Non, on n'a pas eu la chance de revoir le ralenti. Mais on dit, en cas... il faut bien voir. Hein. Avec la vitesse du ballon... La loi dit quoi? Si la balle ne traverse pas entièrement la ligne. Maintenant, là, on ne peut pas voir si la balle a entièrement traversé la ligne. Parce qu'on a vu d'abord le retour du défenseur et peut-être le défenseur qui n'a pas utilisé le pied, mais le gardien qui a utilisé de sa main pour rabattre. Et là, nous n'avons pas le VAR sur le match. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que l'arbitre a lieu de faire? Il n'a qu'à s'abstenir de prendre une décision, de créer un but qui va affecter l'équipe. Et également, avec ses supporters qui étaient déjà surchauffés, vous voyez un tout petit peu. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça qu'il a décidé à ne pas nous accorder ce non, je ne pense pas. On sait que c'est compliqué de jouer. Il n'y a pas VAR, et quand c'est comme ça, il faut simplement invalider. Si la balle était rentrée complètement, c'est sûr que celui qui est sur la ligne, le premier assistant devait voir qui a but, parce que lui, il a suivi, vous voyez un tout petit peu, lui, l'arbitre de touche, lui, il était beaucoup plus proche, il devait voir s'il y a but ou bien s'il n'y a pas but. Donc je pense que l'arbitre sur cette action, il a très bien sifflé, il a pris une très bonne décision. Khalid? Oui, sur cette action, on aurait pu croire qu'il y a but, mais malheureusement, comme Memo l'a dit, on a vu beaucoup plus l'arbitre, le premier assistant qui était tout proche de l'action, le gardien aussi qui est revenu très vite pour pouvoir arracher ce ballon-là. D'abord, dans un premier temps, on aurait pu croire que d'abord, le ballon n'a pas franchi la ligne, mais sur l'arrêt du gardien, on a comme l'impression qu'il est rentré. Qu'il a glissé aussi, voilà, lui aussi. Il faut bien voir qu'il est rentré dans le but. Il a glissé avec le ballon, mais après, l'arbitre central est un peu loin de l'action. S'il y avait bel et bien but, ou bien si le ballon était bel et bien rentré, je pense beaucoup plus que c'est le premier assistant qui aurait pu l'aider sur ce coup. Mais de toutes les façons, il a, ma foi, pris la je crois que décision. Steve Mounier aussi n'a pas trop insisté. Ça a aidé justement l'arbitre à se maintenir dans sa... Bon, il insistait. Si l'arbitre n'allait pas valider, parce qu'il a insisté, l'arbitre allait valider peut-être si ses assistants... Au moins, il allait installer le doute dans la tête de l'arbitre. Ça peut avoir quand même un avantage justement sur la suite des événements pendant ce match. L'arbitre a bien fait de ne pas se laisser... Alors, le Bénin se qualifie, c'est bien beau ça, mais c'est comme une tradition. C'est toujours dans la difficulté, c'est toujours dans la douleur et parfois, enfin, régulièrement à la dernière journée qu'on se qualifie. C'est quoi? C'est notre mode opératoire, oui, c'est ça? Écoutez, Tanguy, qu'est-ce que vous avez obtenu dans la vie facilement? Vous ne pouvez rien obtenir, dans la vie facilement. C'est pas pour ça qu'il faut galérer non, quand on a l'opportunité. Non, vous n'avez pas l'opportunité. Vous avez eu l'opportunité quand vous avez eu la chance de gagner le Rwanda. Vous avez eu la chance de gagner le Rwanda à domicile. Non, on n'avait pas eu la chance de gagner le Rwanda à Kigali. On n'avait pas eu cette chance. On a fait un but à 0 à la première partie. Écoutez, vous avez fait un but à 0, mais est-ce que vous êtes resté concentré du début jusqu'à la fin? La concentration dont l'équipe a fait montre hier face à la Libye, ça a manqué à cette équipe béninoise à Kigali. Écoutez, si l'équipe béninoise n'était pas vraiment concentré du début jusqu'à la fin hier, vous voyez ces actions que nous avons, on aurait déjà encaissé un but ou bien on aurait déjà créé un penalty. Et donc je pense que le Bénin n'avait pas eu la carapace n'avait pas eu la chance de gagner à Kigali. On avait ouvert le score, mais après il nous a manqué de jouer haut, on est redescendu. Pendant ce temps, les joueurs rwandais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Malgré leurs blessures, ils ont mis la pression, ils nous ont pressés et finalement ça a payé. Donc je pense qu'on n'avait pas eu la chance. On n'a pas eu la chance non plus, on a eu la chance de gagner la Libye à domicile, on l'a fait. Et donc je pense que s'il fallait passer par césarienne pour que l'enfant sorte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par césarienne. Ça c'est pour cette édition de 2025. Pour les autres éditions, on avait aussi l'opportunité quand même de gagner bien avant la dernière journée, ce n'est pas arrivé. Et même pour cette édition aussi, Candide, on a quand même mené le grand Nigeria en but à 0 à la 5e journée. On a certes mené cette belle équipe du Nigeria à la 5e journée, mais après, on a manqué un tout petit peu de concentration en toute fin de partie, notamment à la 81e minute où, sur cette action litigieuse, on a vu Ademola Lookman qui a parfaitement envoyé le ballon sur la tête de Victor Osimhen qui, dans un premier temps, avait déjà raté sa toute première tête de la partie, notamment qui est passée à quelques centimètres du but de Marcel Dandino. Après,
on a un tout petit peu de concentration en toute fin de partie, ce qui a occasionné ce but offert par Victor Osimhen aussi, qui a bien entendu donné l'égalisation, sinon l'égalisation au Super Eagles du Nigeria. Après, on n'a pas senti cette belle solidité défensive des Guépards du Bénin qu'on a senti hier, où les joueurs se sont transcendés. On voulait coûte que coûte cette qualification parce qu'on a déjà manqué 2 fois, sinon les Guépards ont manqué 2 fois déjà la Coupe d'Afrique des Nations, et cette fois-ci on veut bel et bien faire partie du rendez-vous marocain, et pour ça il faut se transcender sur le terrain. Pour ça il faut afficher une belle solidité défensive et à la limite aller marquer un but. Le but n'est pas arrivé, mais après on s'est transcendé sur le terrain face au Nigeria. On a voulu afficher cette belle solidité défensive du début jusqu'à la fin, mais en toute fin de partie la fatigue a regagné les esprits. Après il y a aussi les changements côté Guépard, sinon des changements de Guénot qui ont un tout petit peu réduit le groupe. Sinon cette carrue des Guépards du Bénin face à cette belle équipe des Super Eagles du Nigeria, notamment l'entrée en jeu de Moïse Adile, où ce joueur... On n'a plus jamais revu, c'était un fantôme. Moi, ça m'a bien surpris de voir sa taille apparaître quelque part sur le banc de tous. Oui, absolument. Je me suis dit, mais attends, il avait été convoqué, il était vraiment dans l'effectif. Il a été pour remplacer Olivier. Ah, d'accord, c'était sur le coup. Alors, rapidement, deuxième axe de notre discussion, le bilan de Guénot Roy à la tête de Guépard. Il est venu, il a tenu quand même quelques promesses. Enfin, il a fait quelques promesses. Sinon, la grande promesse, c'est la qualification à la Coupe du Monde. Oui, je crois qu'on est sur la bonne lancée, non? Oui, on a eu une victoire, même si en Afrique du Sud on a souffert. Oui. On a eu une bonne lancée. Il a fait la promesse de rajeunir l'équipe, ce qu'il a réalisé. Il a fait également la promesse de construire une équipe pour l'avenir, ce qu'il est également en train de faire. Et il a fait la promesse, et je crois que sur insistance du public sportif, de resserrer le groupe, de donner encore plus d'harmonie dans ce groupe, la communion d'esprit, ce qui a manqué véritablement à cette équipe sur la fin de cette épopée d'Égypte 2019. Ça nous a vraiment manqué. L'humilité, le respect de l'autre. Est-ce que c'est pas parce qu'il y avait une génération qui... oui, ça a toujours été comme ça. Et donc, quand il est revenu, vous allez voir, on crée Jodé dessous qui avait quand même des écarts de comportement dans le vestiaire. Mais depuis que Guénot Roy il est là, il a dit que depuis qu'il est venu, Guénot et Jodé dessous n'a pas eu d'écart de comportement avec lui. C'est pourquoi il l'invite. Je ne dirais pas. Sportivement, il a eu besoin de lui. La preuve, et avec Jodé dessous, Jodé dessous nous a aidé quand même à marquer des buts. Ah oui, absolument. Ces éliminatoires. Donc je pense que sportivement, le gars, il peut, même si moi-même je me disais que bon, il n'apportait pas, il pouvait appeler quelqu'un d'autre à sa place. Mais aujourd'hui, le gars, il a retrouvé un club et il n'a pas utilisé parce qu'il sait que sportivement, il ne pouvait pas apporter quelque chose face au Nigeria et face à la Libye. Donc, il a simplement mis sur le banc de touche. Candide, pour cette campagne. Oui. Pour cette campagne, notamment pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, 6 journées, les Guépards ont enregistré, bien entendu, 2 défaites, 2 victoires, si je ne dis pas de bêtises, et 2 nuls. Voilà, 2 nuls, des résultats pas trop convaincants. Mais après, on a vu cette invincibilité à domicile des Guépards du Bénin, même si ce n'est pas à Cotonou, à Abidjan, le stade nous a bel et bien souri. Après, pour cette campagne, on a vu les Guépards, sur certaines rencontres, ont vite scoré, notamment face au Rwanda. Ils ont marqué 3 buts face à la Libye, 7, ils ont marqué 2 buts et on a encaissé 1. Mais après, on a vu cette équipe des Guépards du Bénin qui a un tant soit peu péché face à certaines situations dans ces éliminatoires. On aurait pu quand même finir avec certaines rencontres, notamment sur la rencontre du Rwanda. On aurait pu marquer plus de buts que les 3 buts, mais après on a péché sur certaines situations. Ce sont des situations qui arrivent, mais après il faut déjà corriger cet aspect de la chose. Face au Nigeria également, notamment, on s'est fait rattraper au score à la 5e journée. On aurait pu très vite tuer le match, mais après on s'est fait rattraper au score. Face bien entendu à cette équipe de la Libye aussi. Alors tout cela, Guénot Roy gère bien.
Jamal, il a des choses à corriger? Bon, moi j'ai un avis mitigé sur la gestion de Gernot Rohr parce que certes il a rajeuni l'équipe, certes il est en train de créer une belle cohésion au sein de l'effectif où on a cette solidarité, on a cette fibre patriotique, on a cet amour pour bien entendu la chose, belle entente entre les joueurs, on veut bel et bien se transcender sur le terrain, offrir pourquoi pas de la joie au public sportif béninois, mais après il faudrait que Gernot Rohr sorte de l'ordinaire, il faudrait qu'il nous propose du... Quoi? Que lui-même se mette à jouer en même temps? Pas que lui-même se mette à jouer. Ça va être assez singulier de voir le sélectionneur lui-même mettre les crampons. Pas que lui-même se mette à jouer, mais après il faudrait qu'on ait un jeu qui soit convaincant, il faudrait qu'on ait du bon contenu sur le terrain parce que quand vous regardez... Moi j'aime bien la première partie du match Bénin-Nigeria, c'était formidable. C'était acceptable pour les Guépards du Bénin face à cette belle équipe des Super Eagles du Nigeria qui est venue avec pratiquement tous ses cadeaux à Demola de Lukman. Quand ils entendent Bénin, ils réveillent tous leurs ancêtres pour venir jouer. On a un problème avec le Nigeria. Je pense pas. Moi, je ne pense pas. Pourquoi quand c'est le Bénin, ils font tout? C'est normal, écoutez, vous avez le Bénin pour la première fois les a battus. Depuis... Non, mais même avant cette défaite, ils sont venus nous éliminer ici. Après, ils sont pour nous, 1-0 à la dernière minute. Tanguy, on ne fait pas ça à son voisin. Non, vous ne faites pas ça. Est-ce que le voisin a demandé? C'est de ça qu'il est question. Vous savez, c'est tout comme si vous postulez, un Béninois postule pour un poste international, un Nigérian postule, un Togolais postule. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la diplomatie qui rentre en jeu. Là, la diplomatie, la politique, elle est restée muette sur ce match-là à Porto Novo. On était sûr qu'on était qualifié. Mais les autres, il y avait un problème diplomatique entre le Bénin et le Nigeria. Donc le Nigeria aussi était venu en conquérant. La fois dernière, qu'est-ce qui s'est passé? On les a battus. Contre toute attente, ils ne s'y attendaient pas. Le Bénin les a battus. Mais on ne les a pas battus pour les éliminatoires. Non, c'est pour la Coupe du Monde qu'ils ont. On les a pas battus pour les éliminatoires de la CAN. On les a pas battus pour les éliminatoires de la CAN, mais c'est ça qui a fait pratiquement qui a failli faire partie au Guavon, Augustine. Et donc, on l'a ramené in extremis. On l'a ramené in extremis. Donc, le gars, il s'est dit qu'il faudrait que je lave l'affront. Et donc, c'est comme ça. C'est ce qu'il a fait. Il nous a battus à Ouyo. Mais quand il dit, il faudrait que je leur montre également qu'à domicile, je peux le faire. Heureusement que ce but est arrivé très vite. Je dis merci à Mohamed Tidjani. Et puis, à Olaïtan. Et après, ils ont cherché à scorer plus et gagner. Donc, je pense que, en fait, c'est de la bonne guerre. C'est une très belle concurrence. Ça prouve véritablement que quand vous êtes en compétition, il faudrait que vous restez vraiment debout, vous restez lucide. Et quand on parlait du bilan de ces éliminatoires, je pense que Gernot Rohr a quelque chose à revoir au niveau du bloc équipe. On a marqué 7 buts, mais on en a également encaissé 7. Le bloc équipe, ça veut dire que ça a un gros souci. Et je pense qu'il a également eu assez de problèmes au niveau de la défense. La défense expérimentale. Il a eu Olivier Verdon, Cédric Rontondi. Mais je crois que celle qu'on a eu dernièrement maintenant, je crois qu'elle est relativement solide. Elle est relativement solide, mais également toute défense a sa période d'errance. Vous voyez un tout petit peu, c'est la période d'errance de cette défense, de cette charnière. Yohan Roche et puis Mohamed Tidjani qui a véritablement donné le but de comment il s'appelle, de Victor Osimhen. Donc je pense que beaucoup de choses sont à revoir, surtout au niveau du bloc équipe, parce que quand vous marquez 7 buts et vous encaissez 7, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est toujours pas bien. C'est justement pour cela que je disais aux gars, ceux qui disaient que le Nigeria nous a fait mal en se laissant se battre par notre adversaire hier, c'était pas le Rwanda. Mais non, notre adversaire hier, c'était la Libye seule. Parce que si on perdait 1-0, c'est pas le Rwanda qui passait. C'est plutôt la Libye qui passait. Mais c'est la victoire du Rwanda qui faisait passer la Libye. Justement. Non, justement, c'est pas ça. Oui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le Rwanda avait combien de points? Avait 5 points. Mais la Libye avait combien? On avait combien? Avec 4. 4 points. Et nous, on avait combien? On avait 7. On avait 7. Donc, si la Libye nous battait hier, la Libye passait à 7. Parce que, goal différentiel, on aurait perdu sur je pense que les Gernot Rohr et ses Guépards, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Éviter de perdre. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Éviter d'encaisser. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. C'est tout fait pour arracher le nul. Et pour finir sur cette analyse, j'aimerais dire également à tous ceux qui suivent les éliminatoires, et je le dis, je le répète, il faut éviter de perdre des matchs à domicile. Si on avait perdu ce match-là,
face au Nigeria, c'est qu'on n'en serait pas là aujourd'hui à se féliciter, à être heureux. Je pense en toute honnêteté que quand vous arrivez à boucler vos matchs à domicile, c'est que vous êtes sûr d'aller, vous avez 60% de passer et d'aller chercher un point à l'extérieur. Allez, dernière question, et ça va être la troisième ligne d'échange. Qu'est-ce qu'on soigne? Qu'est-ce qu'on répare? Mettons en attendant donc Maroc 2025. Je pense beaucoup plus que d'abord Guénotre doit revoir son effectif, le statut de son équipe. Il faudrait qu'on ait maintenant des joueurs. Il faudrait que les Guépards aussi se transcendent sur le terrain. Oui. Il faudrait déjà, comme on l'a déjà constaté, on a commencé par le voir en équipe nationale, des jeunes qui viennent et qui se transcendent sur le terrain, des jeunes qui viennent et mouillent véritablement le maillot. Mais après, il faudrait éviter des guerres de leadership, il faudrait éviter certaines guerres. Il faudrait qu'on appelle des joueurs qui peuvent véritablement mouiller le maillot sur le terrain. Mais après, il faudrait que Guénotre aussi puisse quand même nous offrir, sinon nous proposer une équipe qui pourrait quand même asseoir une bonne cohésion de jeu sur le terrain, parce que face à ces différentes équipes au cours de ces campagnes, on n'a pas forcément observé une belle cohésion de jeu, sinon un bon contenu face aux différentes équipes. Mais après, il faudrait aussi que devant les buts, qu'on soit très adroit. Très réaliste. On n'est pas quand même justement Steve Mounier pour rater, je dois dire, ce but-là. Hier, il ne fallait pas jouer dans les gants justement du gardien de but. Écoutez, mais bon, ça c'est passé. Ouais, c'est passé. Oui. Moi, je me dis que tout le monde peut rater tous les buts. On a vu Cristiano Ronaldo en raté, on a vu Lionel Messi en raté, et également on a vu des joueurs qui sont à un pas de la ligne, mais qui également ont mis ça à côté. Donc je pense que on va pas pleurer sur le lait renversé. Ce qu'il faut dire, comme pour rebondir sur tes propos, Candide, on ne peut pas tout avoir à la fois. Guénotre, il est en train de construire une équipe compétitive. On ne peut pas avoir dans la tête de construire une équipe compétitive, mais également avoir en même temps de serial buteurs, avoir en même temps une défense assez compacte. Je pense que ça va se corriger sur la durée, progressivement. Ce que moi, j'aimerais peut-être demander à Guénotre, c'est je l'avais déjà annoncé, je l'avais déjà dit plus tôt, c'est de revoir le bloc équipe, mais également de demander à un joueur comme Junior Olaitan de vite lâcher le ballon, de ne pas chercher à jouer au héros, de ne pas chercher à prendre l'équipe par-dessus lui, à porter l'équipe. Non, il n'en a pas encore la carapace. Il a beaucoup de choses, mais je pense qu'il a encore beaucoup de choses à pas faire. Parce que, imaginez, toutes les fois, et au Rwanda, face au Nigeria, face à la Libye, et également hier, il a eu les occasions de sortir la balle simplement, mais il a voulu toujours jouer solo, il a toujours voulu faire quelque chose qui lui sort pas la tête, ou bien une inspiration de 4 h du matin, et pour pouvoir faire gagner l'équipe à lui tout seul. Je pense que ce sont ces petits détails, vite libérer le ballon, surtout quand l'équipe est en phase offensive, et parce que sur les côtés vous avez des gens comme Jodé Dossou, c'est vrai, il n'a plus ses jambes de 15 ans, nous avons des gens comme Andrea Songbedi, Andrea Zontondi, nous avons des gens comme Tosin Ayegun qui vont quand même très vite, et quand ils jouent également en profondeur pour le capitaine Steve Mounier, et donc quand ils gardent le ballon, les gars vont à leur jeu, ça casse le rythme. Vous allez voir, hier, il a eu une occasion où il pouvait jouer en une touche pour Tosin Ayegun, et ça pouvait, Tosin Ayegun était nez à nez avec le gardien, mais il a cherché à garder le ballon. Finalement, qu'est-ce que les Libyens ont fait? Ils ont commis une faute sur lui. Donc je pense qu'il n'a qu'à corriger ces aspects. Ça va beaucoup se parfaire. C'est dans un an à la CAN, mais on aura eu les éliminatoires de la Coupe du Monde pour corriger ces choses. Et ce qu'il faut revoir, c'est également donner la chance à d'autres personnes qui n'ont fait que être complément d'objets directs ou indirects, ou bien des compléments d'effectifs sur le point de touche. Des Guépards. Est-ce qu'on pourra être aussi en quart de finale? C'est possible ça? C'est possible, ça dépendra de nos adversaires. Oui, Candide, vous y croyez? Ça va dépendre bien entendu de la prestation des Guépards du Bénin. Il faudrait se transcender sur le terrain. Après, il faudrait aussi qu'on soit beaucoup plus réaliste face à nos adversaires. Quand on joue chaque match, il faudrait les jouer comme des finales. Il ne faudra pas prendre des équipes à la légère. On a vu des équipes qui sont venues à la CAN comme des petits poussés, mais qui ont réalisé... Ah oui, c'est pourquoi moi je disais que j'aimerais
Quand je vois la dernière édition de la CAN en Côte d'Ivoire, la pression... Non, mais vous savez, vous ne vous qualifiez pas à une CAN de façon... c'est pas une qualification au hasard, hein. C'est qu'on l'a mérité. On a un niveau. Donc quand vous vous qualifiez pour une phase finale d'une compétition, c'est que vous avez un niveau. Toutes les équipes se valent. Le Comore... on a dit que c'était une petite équipe, mais on a vu des équipes comme la Namibie, on a vu plusieurs équipes considérées comme de petits pousses. Donc je pense que le Bénin a les éléments pour bien, et comme je le disais, il faut passer par les éliminatoires de la Coupe du Monde pour bien se préparer, pour soigner, pour coller, pour combler les bouchées. Merci beaucoup à vous, Memo Couton, chroniqueur sportif. Merci d'être passé sur l'Actu Matin ce matin. Candide, merci beaucoup de nous avoir prêté ta tranche pour justement ce moment de discussion autour donc de cette belle qualification. On va se dire demain pour le point des équipes qualifiées pour... Absolument, on fera le point de tout cela demain. Bonne journée, chers messieurs. Mesdames et messieurs, voici mon deuxième invité ce matin. Je dois vous le dire tout de suite, on n'a pas fini de parler de la qualification des Guépards pour cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On en discutera tout à l'heure lors de nos débats avec les débatteurs. Dans un instant, n'oubliez pas le rendez-vous santé avec Esther Tofa qui va nous parler du mois de novembre. Mettons quoi, bleu? En tout cas, tout à l'heure, elle passera par ici avec son invité pour nous dire 2 mots à ce propos. Mais avant tout cela, voici mon invité ce matin, Afolade Roméo Bossou, hydroclimatologue, militant environnemental. Monsieur Bossou, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur l'Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on parle un peu des toilettes publiques à l'occasion justement de la journée mondiale consacrée à la chose. Le monde entier célèbre donc les toilettes aujourd'hui. Au Bénin, difficile d'avoir des toilettes publiques, notamment dans les grandes villes. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Généralement, pour ce genre de problème, il y a l'aspect financier qui est de main. Après cela, on peut constater aussi l'aspect de la gestion, au fait. Par exemple, si on prend les écoles, par exemple, on prend les écoles, on constate vraiment qu'il y a des toilettes, qu'il y a certains points stratégiques qui ont été localisés, mais la gestion fiable de ces toilettes-là, c'est mal vu, en fait. Quand on rentre dans ce genre d'école-là, on constate que c'est banalisé, au fait, qu'il y a une malgestion qui a été faite. C'est quoi? C'est un manque d'éducation pour l'entretien des toilettes ou c'est l'ignorance? Qu'est-ce qui peut expliquer que dans des structures publiques, dans des espaces publics, que l'entretien des toilettes pose problème? Moi, je crois plutôt que c'est la sensibilisation et c'est l'inconscience, d'où ça rejoint l'ignorance. Quand on n'a pas l'information nécessaire qu'il faut vraiment prendre soin de ce qui peut nous maintenir en bonne santé, on a tendance à banaliser la chose, à vouloir venir... Je vais donner un exemple. J'étais à une école la fois passée pour une activité de salubrité. Et ça m'a vraiment étonné. Je vais éviter de donner le nom de l'établissement pour ne pas froisser quelqu'un. Alors, bizarrement, j'étais là, on travaillait, on faisait les séances de salubrité. Et puis, les écoliers, ils venaient. Quand ils venaient, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils faisaient leurs besoins à côté des toilettes. Je me suis dit, mais comment c'est possible au fait? On ne peut pas sensibiliser. Il faut qu'ils sensibilisent les enfants au bien-être, ça dit aux gestes éco-responsables qu'il faut. C'est la faute aux enseignants ou c'est la faute aux enfants? Peut-être qu'on leur a parlé, qu'ils n'ont pas entendu. Vous savez, un enfant, c'est difficile de le mettre sur le bon chemin. Il faut du temps, il faut de l'insistance. Oui, bon, je crois aussi que c'est la faute des enseignants, sans pour autant exagérer. Il faut insister. Je crois que quand on insiste sur quelque chose pour les enfants, ils finissent par s'inculquer ça dans la tête et puis ça passe. Donc, c'est un peu ça. On a vu des toilettes publiques, notamment à Cotonou, installées par la mairie. Ça n'a pas prospéré aussi. C'est toujours l'inconscience ou l'ignorance? À ce propos, c'est un peu compliqué à dire. Je crois qu'il y a des points focaux qu'il faut localiser sur le territoire. C'est-à-dire, quand on prend l'urbanisation de la ville, il y a des points stratégiques où on doit voir la capacité influente de la population. Donc, parfois, il y a des études qui sont mal faites, ça, il faut le dire sincèrement. Et ces toilettes-là sont installées à des points où il n'y a pas
la population nécessaire. Par exemple, si on prend le marché de Tokpa, là, qui est là, par exemple. Moi, je me promenais, je faisais mes achats et autres, mais je vous dis, j'avais envie de faire mes besoins, mais j'avais pas eu... J'ai pas vu vraiment de toilettes comme cela se doit. Il n'y a même pas eu de plaque pour dire, voilà, il y a tel... Je demandais, mais ils ont dit que si je dois faire mes besoins, de faire ça là, je me suis retenu parce que je suis quelqu'un d'éco-responsable, un citoyen éco-responsable, étant conscient de la situation. Bon, ça m'a étonné, j'ai fait ça comme ça. Pourtant, c'est une politique normale qu'il faut, je dois dire, implémenter dans des villes comme Cotonou. Et au-delà même de Cotonou, il y a de grandes villes quand même au Bénin. Mais c'est bien rare d'avoir des points stratégiques, comme vous dites, ces toilettes-là. J'ai l'impression que ce n'est pas la priorité. Bon, la priorité, je parlerai plus aussi de l'aspect, les gens n'ont pas vraiment envie de... Il y a des toilettes qui sont payantes. Par exemple, des toilettes publiques qui sont, disons, elles sont toutes payantes d'abord même, en général. Donc, les gens n'ont pas cette facilité-là à pouvoir donner pour faire leurs besoins. Ils se disent que, bon, je peux attendre et puis aller faire ça chez moi, ou bien j'ai arrivé à un coin, je dégage un petit truc là et je fais ça là. Oui, mais même si les toilettes dont on parle, qui sont payantes, s'il faut aller là-bas et s'intoxiquer en payant, est-ce que ce n'est pas mieux de garder ses besoins ce soir pour aller à la maison? Parce que vous entrez dans des toilettes données et vous avez vraiment les cheveux qui vous dressent sur la tête et votre besoin, il s'en va immédiatement. Oui, vu l'état de la situation comme ça, on peut le dire ainsi, je ne peux pas payer mon argent et puis aller dans un endroit où tout est quand même sale. Donc, vaut mieux garder son argent comme vous êtes en train de le dire et après, essayer d'aller chez soi et puis faire ce qu'on a envie, ce qu'on veut faire. Donc, comment faire pour changer justement cet aspect des choses? Parce que quand même, le Bénin aujourd'hui, en tout cas depuis 2016, a bénéficié d'un certain nombre d'infrastructures qui améliorent la physionomie de nos villes et de certaines communes. On ne va pas continuer à déféquer à l'air libre ou à uriner à l'air libre alors qu'on a des infrastructures assez intéressantes. Oui, bon, à ce niveau, les infrastructures, je crois qu'il faut revoir les choses autrement. Je crois qu'à ce niveau, je voudrais bien aborder quelques solutions. Lesquelles? Bon, on peut mettre en place des toilettes publiques. Dans quel sens? Dans le sens où il est possible, au fait, de... Je ne sais pas si vous avez idée de le biogaz. Biogaz. Oui. Donc, ça ne sera pas vraiment gratuit. Pour la population, ce sont des toilettes gratuites, bien entretenues et tout ça. Mais le coût de revenu de ce qui sera produit en amont par ces biogaz, c'est-à-dire les toilettes seront mises à disposition du public. Mais ce ne sera pas vraiment ce qui sera au fait. Parce que derrière cela, il y a un genre de dispositif qui sera mis en place. Et ce dispositif-là, au fait, ça va produire du gaz. Et il y aura, on peut parler de comment je vais dire ça, une façon de générer du revenu et de prendre soin de ces toilettes-là et d'avoir encore un coup de surplus pour que l'État puisse quand même avoir sa part, comme si je peux le dire ainsi. Parce qu'on produit à la fois du gaz, on peut faire aussi de l'électricité, même si les études expérimentales, etc. Mais l'installation de ce système, ça coûte beaucoup de sous. Beaucoup de sous, mais si on voit ce que ça va générer, c'est quand même l'intérêt. Hein. Moi, je crois qu'il y a l'intérêt dedans. Alors, qui prend ça en charge la commune, l'État central, qui met en œuvre cette politique? Ou même les organisations non gouvernementales aussi? Oui, exactement. Je crois que pour prendre ce genre d'innovation en charge, il faut qu'on puisse interpeller des entreprises, des organisations de la société civile ou bien des personnes tierces au fait, qui ont l'expertise nécessaire pour pouvoir gérer ce genre de dispositifs au fait. Quand on parle d'éco-citoyenneté, quand on parle d'environnement, etc., on regarde souvent du côté des autorités, mais les citoyens aussi ont un rôle à jouer fondamentalement. Si pour les toilettes qu'on leur installe, notamment pour l'expérience de Cotonou, on laisse les toilettes là et puis on va uriner à côté ou on fait ses besoins juste à côté, ce n'est pas très responsable. Et ça, c'est le rôle des organisations, des ONG et autres qui doivent éduquer les citoyens. Oui, bon,
À ce niveau, vous avez parfaitement raison. Je crois qu'on ne doit pas compter sur l'État pour tout faire. C'est là que les OSC interviennent, les organisations de la société civile. Je crois que moi, particulièrement, je suis passé dans beaucoup d'organisations. On a fait ce genre de sensibilisation. Et il y a des citoyens qu'on appelle des citoyens récalcitrants. Ceux qui ne sont pas... Ça dit, avant qu'ils entendent vraiment, il faut que la loi soit appliquée à leur niveau. Il faut une punition stricte. Il faut vraiment qu'on prenne en charge ces genres de personnes-là. Donc, il faut parfois appliquer la loi à ces gens. Mais malheureusement, au Bénin, on voit que c'est banalisé au fait. Même si on voit quelqu'un en train de faire ses besoins à côté des toilettes, et le signaler, c'est un problème pour celui qui veut le faire, parce qu'il se dit, bon, même si je le fais maintenant, ils vont pas vraiment me prendre au sérieux, tout ça. Donc, il y a de ces genres de problèmes-là il faut vraiment appliquer la loi et fouetter ces genres de personnes-là afin qu'ils fouetter, c'est l'extrême. Je suis en train de parler à l'extrême, mais bon, c'est pas vraiment réaliste ce que je dis, c'est juste une façon de parler pour que je puisse faire comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, Afalade Roméo Bossou, je rappelle, vous êtes hydroclimatologue, mais vous êtes sur ce plateau avec moi. On a pu échanger autour donc des questions de toilettes publiques à l'occasion de la journée mondiale consacrée justement aux toilettes. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. Je vous en remercie. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, vous allez suivre à présent la rubrique santé avec Esther Tofa et son invité. En attendant, voici la pause. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée de salon pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est née. Mais quelles sont les pistes de solutions pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. Voici le moment de prendre soin de vous. Santé matin sur l'Actu Matin. Esther Tofa, bonjour. Bonjour Tanguy. En face de vous, Dr David Loko, chirurgien et urologue. Dr Loko, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Novembre, pardon, pas rose. Bleu. Novembre bleu est toujours en cours, Esther. Nous parlons donc toujours du cancer, des cancers masculins, en l'occurrence celui de la prostate. Et c'est justement pour en parler que vous aviez invité donc ce matin Dr David Loko, que j'ai présenté tout à l'heure. Merci surtout de planter le décor. Alors, à quel moment un homme doit-il commencer déjà par se soigner un début de cancer de la prostate? Oui, je rappelle qu'on avait commencé par parler du cancer de la prostate depuis le début de ce mois et on avait promis avoir sur le plateau un spécialiste de la question pour mieux en parler. Alors, docteur, dites-nous à quel moment un homme peut commencer par soupçonner un cancer de la prostate. Merci, Madame Esther. L'homme doit commencer par soupçonner ce cancer à partir de 45 ans s'il a dans sa famille son père ou un oncle ou quelqu'un de sa fratrie décédé du cancer de la prostate, ou sa mère ou sa soeur ou une tante décédée du cancer du sein ou cancer des ovaires. Donc à partir de 45 ans, cet homme doit commencer. Mais ceux qui n'ont pas d'antécédents du genre doivent commencer à partir de 50 ans. Le dépistage commence à 45 ans ou 50 ans et se termine à l'âge de 75-80 ans. Alors, quels sont les facteurs de risque, à part le fait qu'on ait un antécédent pareil, quels sont les facteurs de risque liés au cancer de la prostate? Pour parler des facteurs de risque, nous allons les regrouper en deux grands groupes. Il y a des facteurs de risque non modifiables, c'est-à-dire l'âge. Si le Seigneur vous fait grâce
de vous laisser vivre longtemps, grandir en âge, vous avez la chance d'avoir un cancer de la prostate. Donc, c'est le cancer du sujet âgé. Lorsque vous avez des antécédents, je viens de les rappeler, ce n'est pas modifiable. Lorsque vous avez subi une mutation génétique à la naissance ou après un traitement, vous avez des chances d'avoir un cancer de la prostate. La race, on a vu que les Noirs sont très susceptibles de développer un cancer de la prostate par rapport aux Blancs. Alors, les facteurs de risque modifiables, ce sont les facteurs de risque environnementaux. Il y a l'exposition à des substances telles que le chlordécone, qui a un risque élevé de favoriser la survenue du cancer de la prostate, l'obésité. Il y a des facteurs alimentaires comme la viande rouge, l'alcool, le tabac, qui sont des facteurs qu'on peut modifier. Alors, il paraît qu'une abstinence trop longue également peut favoriser un cancer de la prostate. Merci pour la question. Il y a une étude qui a été menée et l'étude a prouvé que lorsqu'on vide régulièrement les sécrétions de la prostate, on a plus de chances de ne pas avoir ce cancer. Donc, c'est un facteur protecteur. Donc, l'étude a fini par dire, pour vider correctement les sécrétions prostatiques, il faut avoir 21 éjaculations par mois durant toute la vie. Ce n'était donc pas une blague? Non, ce n'était pas une blague. C'était une étude canadienne, des urologues du Canada. Alors, chers messieurs, vous savez ce que vous avez à faire si vous voulez éviter le cancer de la prostate désormais. Oui. Alors, dites-nous, quels sont les principaux symptômes du cancer de la prostate? Pour répondre à cette question, il ne faut pas nécessairement attendre à avoir des symptômes. D'accord. Lorsque les symptômes apparaissent, c'est que vous avez déjà une maladie avancée. La majorité des cancers de la prostate, c'est asymptomatique, c'est-à-dire sans expression. Donc, c'est pour cela qu'on met l'accent sur le dépistage annuel. D'accord. Maintenant, lorsque le cancer devient expressif, ça donne des signes urinaires ou des signes sexuels. Les signes urinaires, c'est des difficultés à pisser. Lorsque vous allez pisser, vous sentez que vous n'avez pas totalement vidé la vessie. Ou vous perdez des urines, vous avez des fuites urinaires lorsque vous avez envie de pisser. Si vous ne faites pas vite, vous allez mouiller le pantalon. Vous allez vous réveiller beaucoup la nuit. On rencontre beaucoup de patients en consultation. Docteur, pourtant je pisse bien la nuit, hein. Je me réveille 8 fois, 10 fois. Non, c'est pas normal. Lorsqu'on se réveille plus de 3 fois, c'est anormal. Même quand on a trop picolé? Picoler, non. Picoler, non. Parce que lorsque vous mettez beaucoup de liquide, c'est comme un entonnoir. Dès que vous voyez, ça doit sortir. Ça doit sortir. Okay. Donc ça, c'est normal. C'est normal. Mais en dehors d'avoir picolé, et vous vous réveillez plus de 3 fois, veuillez vous adresser à votre urologue ou à un médecin généraliste et évaluer votre état de santé au niveau prostatique. Alors, vous avez parlé également de symptômes sexuels. Symptômes sexuels, c'est des difficultés à se mettre en érection. C'est un monsieur qui avait sa vie sexuelle bien épanouie. Après, il n'a plus d'érection, il n'a plus d'envie sexuelle, il perd tout ça. Donc, ce sont des symptômes sexuels qui peuvent être dus au cancer de la prostate. Donc, quand un monsieur, le matin, n'a pas d'érection matinale, il peut commencer par s'inquiéter? Pas forcément. Il y a des gens qui se mettent en érection au cours de leur sommeil. Donc, vous rencontrez des gens qui viennent, je n'ai plus l'érection matinale. Mais ça ne veut pas dire, il y a des tests. C'est impératif, ça a un rôle. Oui, ça a un rôle. Ah bon. Il y a une sécrétion hormonale qui se effectue dans le sommeil, donc qui donne l'érection. D'accord. Vous avez parlé de dépistage à partir de 40-45 ans pour des gens qui ont déjà un antécédent, c'est-à-dire un membre de la famille décédé d'un cancer, et 50 ans pour les personnes qui n'ont pas cet antécédent. Comment se faire le dépistage? Le dépistage se fait, comme je l'ai dit, 40-45 ans pour les antécédents, 50 ans pour ceux qui n'ont pas d'antécédents. Il faut se rendre chez son urologue. L'urologue va faire un examen qu'on appelle le toucher rectal. Il va introduire son index au niveau de la marge anale et apprécier la consistance, la texture de la prostate. Après, il va vous demander un dosage des PSA. S'il y a une suspicion de cancer, il va vous demander l'IRM. Et au décours de ça, il va vous faire une biopsie prostatique qui va confirmer le diagnostic de cancer ou pas.
Alors, nous avons parlé de la prostate qui est un organe situé à l'intérieur. Nous allons parler des testicules puisqu'on parle des cancers masculins. Dites-nous quelques mots en bref sur le cancer du testicule. Ok. Merci. Le cancer de la prostate, on dit la prostate, c'est au niveau du bas-ventre. Et c'est seulement les hommes qui ont ça. Les testicules, ce sont des gonades mâles. Donc, c'est uniquement les hommes qui ont ça. Et c'est en dehors du corps. C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur et c'est dans une poche, entre les cuisses. D'accord. Donc, c'est deux organes différents. Mais ce sont des organes qui participent à la vie sexuelle et à la fertilité de l'homme. Mais ils ne sont pas liés par rapport au... il n'y a pas une similitude entre les cancers. Okay. Le cancer de testicule survient chez le sujet jeune, tandis que le cancer de la prostate survient chez l'adulte âgé. Jeune de quel âge? Jeune de quel âge? De 20 ans à 35 ans. C'est l'âge de prédilection pour avoir ce cancer. Mais vous pouvez l'avoir également après 35 ans. On peut avoir des exceptions. Oui, on peut avoir des exceptions. Mais comment ça survient? C'est un cancer également qui est silencieux. Vous réveillez, vous allez constater une masse au niveau de votre testicule, ou des douleurs au niveau testiculaire, ou des boutons qui apparaissent sur la peau du scrotum, ou un monsieur qui dit « Ah, docteur, je me suis réveillé, j'ai vu que mon testicule est devenu gros. » Ou vous avez de liquide dans la poche. Ce sont des signes qui doivent vous faire suspecter un cancer du testicule. Donc, dès que vous avez ces symptômes, faites vite vous rapprocher d'un neurologue. Lorsque vous constatez une irrégularité par rapport au testicule, allez voir un neurologue. Alors, merci, docteur, pour toutes ces informations. Nous avons parlé de deux cancers, les cancers masculins. Quels sont les conseils que vous avez à donner aux hommes? Déjà, pour le cancer de la prostate, vous avez donné le méthode de dépistage qui se fait chez l'urologue. Le cancer du testicule, comment on fait pour surveiller un peu? Dites-moi. J'exhorte tous les hommes, lorsqu'ils sont sous la douche, d'envoyer leurs mains, de palper leurs testicules et à la recherche d'une irrégularité qu'ils n'ont pas souvent l'habitude de voir. Ou lorsqu'ils veulent s'habiller devant un miroir, d'observer le volume, comment ça se comporte, est-ce qu'il y a une anomalie. Ça aide beaucoup à vite dépister les choses. Parfois, aider notre nature narcissique à nous observer, à nous mirer devant le miroir. Mais c'est comme la femme qui doit palper ses seins. La femme, c'est la femme. L'homme ne va pas passer sa journée devant un miroir, docteur. Non, juste quelques 2 minutes suffit largement. Regardez une fois en passant. Chaque semaine, on peut dire, je vais, ou bien sous la douche, en se douchant, envoyer la main, palper toute la texture du testicule. Pour sinon, madame aussi peut vous aider à le faire. Hein. Pourquoi pas? Je n'est-ce pas? Pendant que peut-être nous, on l'aide à voir s'il a des cancers dans le sein, elle devrait se préoccuper aussi de ce que vous avez. Merci beaucoup. Merci. Esther Tofa, merci. Merci à vous. Docteur David Loko, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes chirurgien urologue. Vous êtes venu nous parler donc du cancer de la prostate. On a profité pour vous arracher 2 mots au sujet du cancer des gonades, enfin du cancer des testicules plutôt, ça va être plus approprié. Merci beaucoup d'être passé par ici. Très bonne journée. Mesdames et messieurs, je vous propose maintenant de marquer une pause. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïman de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïman. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj.
Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Nous ne sommes pas le président, nous sommes des procédures. Oui, nous devons, voilà. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée de salon pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est née. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah ben là, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est à vous que nous devons ce succès. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de 30 jours offerts à tout Canal+. Cela n'arrive pas très souvent, sinon que ça arrive, c'est arrivé il y a bien longtemps, la qualification du Bénin pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis 2019, le Bénin n'a plus goûté à ce mets entre griffes footballistique, avec le rendez-vous du Cameroun qui a été raté et celui de la Côte d'Ivoire aussi qui a été raté cette année. Mais depuis hier, donc, on sait que les Guépards seront entre autres à Rabat, au Maroc, pour la célébration du football continental. Ce sera vers la fin de l'année 2025 ou début 2026. En tout cas, le calendrier sortira. On en parle encore sur l'Actu Matin ce matin, puisque c'est bien l'actualité depuis hier soir. Elorich, bonjour. Franck, bonjour. Vous avez suivi le match hier, Franck? Pour être honnête, je n'ai pas suivi tout le match. Okay. J'ai suivi quelques actions. C'est quoi? Vous avez eu peur que votre cœur lâche? Oui, je vous l'ai souvent dit ici, je ne changerai pas de iota ma position. J'ai du mal à suivre les rencontres. Vous êtes si fragile, oui, émotionnellement comme ça? Je suis fragile et j'ai souvent été déçu. Mais cette fois-ci, je me sens vraiment béninois. Je me sens guépard, je me sens, disons, fier d'une équipe de football cette fois-ci. Parce que quand vous jouez un match, ça se joue, ça se gagne. Nous sommes dans un... ne gagne pas tous les jours. Non, mais on peut toujours gagner si on le veut. Et c'est cela que moi je voulais des Guépards, ce qu'ils ont réalisé hier. Moi je n'attendais que ça. Sur la portion que vous avez suivie, comment avez-vous trouvé les Béninois?
Non, moi, sur les aspects techniques, c'est pas trop mon fort. Mais je sais que hier, par exemple, ils étaient plus en forme que par rapport au match qu'ils ont livré avant le match contre la Libye. Mais ils étaient en forme. Au point même eux, même les erreurs de l'arbitre n'ont pas permis à la Libye de gagner notre équipe. Ça veut dire que lorsqu'on s'y prend bien, lorsque vous faites un jeu intéressant, vous pouvez même aller au-delà des espérances. Si ce qu'ils avaient livré comme match avant celui contre la Libye, si ils étaient restés dans la même posture, on n'aurait pas eu ce résultat-là. Parce qu'on ne voulait que ce résultat-là pour avoir le sésame pour aller au Maroc. Le riche, vous avez suivi le match? Ouais. Comment l'avez-vous trouvé? J'ai eu du plaisir sur le match. J'avoue que nous avons une équipe qui, par moments, fait des miracles, qui, par moments, nous laisse sur notre faim, notre soif, qui, parfois, à la limite, nous déçoit. Et hier, j'ai vu des guépards qui ont essayé véritablement d'aller chercher la victoire là où il fallait. Et je ne veux pas me contenter de la victoire, puisque nous sommes en train de faire une analyse. Je vais faire une analyse holistique et voir un peu quelle équipe nous avons, ce qui manque à notre équipe, ce qui est... Il faut déjà commencer par le dernier match qui nous a permis de ce dernier match a montré clairement que les Guépards ont compris qu'aujourd'hui, pour avoir la victoire, il ne faut pas seulement mouiller les maillots, il faut véritablement vouloir la victoire. Ça a manqué à un moment donné. Quand je prends les deux derniers matchs, avant de parler du dernier match, les deux derniers matchs, on a vu beaucoup d'occasions ratées face au Nigeria. Je pense que ce match aurait été une victoire. Et une victoire écrasante, s'il vous plaît. On a raté beaucoup d'opportunités. Et des meilleurs joueurs, comme des Steve Mounier de notre équipe, qui ratent des opportunités qu'on ne peut même pas accepter, parce que je sais qu'il y a de grands joueurs qui pètent des matchs, qui pètent des opportunités. Mais quand ça se répète, ça met en doute vos compétences. C'est ça justement la qualité du meilleur joueur. Je ne veux pas être très acerbe, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Hier, nous avons encore vu cette opportunité, nous avons encore vu Steve Mounier rater encore des opportunités. Si ça se répète, cela joue contre l'image du meilleur joueur qu'il est, du talentueux joueur qu'il est. Parce que on a beau reprocher à Didier Drogba d'être spécialiste des buts opportunistes, mais c'est parce qu'il met ses buts opportunistes qu'il est le marqueur de ces buts opportunistes. Et quand vous arrivez à avoir ces opportunités et que vous les mettez dans la cage, c'est que là, on peut vous dire que vous êtes opportuniste des buts, mais vous les marquez et vous êtes un bon buteur. Alors que ici chez nous, il y a de ces opportunités qui se créent, mais on ne voit pas. Deuxième chose, toujours par rapport au match, nous avons remarqué que il faut travailler à fond sur cette équipe. Nous avons eu la victoire, nous avons eu la qualification. C'est maintenant que commence le gros travail. Parce que vous n'êtes pas savoir que nous avons eu cette qualification au fil du rasoir. Nous avons failli perdre justement cette qualification et cela prouve que désormais nous ne devons plus toujours attendre les dernières minutes, faire des calculs de goal average, parce que pendant que le Nigeria a fini de faire sa qualification, est libre de disqualifier qui il veut et d'aider quelqu'un à atteindre la qualification comme il veut. Nous, on était là à faire des calculs, à se dire si on bat tel ou si tel bat tel, nous pouvons ça fait partie aussi du jeu, hein, on ne devrait pas l'exclure. Ça fait partie du jeu, mais nous devons faire l'effort de commencer par véritablement être présent sur le terrain, travailler véritablement, parce que nous avons, et je l'ai toujours dit sur ce plateau, nous n'avons pas une équipe de 90 minutes, nous avons une équipe de 30 minutes, et dans les 30 premières minutes, nous sommes toujours présents. Juste après, l'équipe nationale disparaît sur le terrain. Eric, je commence par dire que la Libye est un mauvais pays en matière de fair play. Pourquoi? Vous savez, on a vu le traitement qu'ils ont accordé à l'équipe nigériane. Le Nigeria aussi l'a fait, hein, à la Libye. Le Nigeria a fait aussi au Bénin. On a vu quand même les joueurs béninois dans ce monde-là faire quoi? Le trajet Lagos, comment le département, l'État du Nord là s'appelle même, à bus
pour aller jouer un match. Nous sommes en milieu sportif. Alors comment ils voudraient justifier alors le traitement qu'ils ont accordé hier? Parce qu'après le match, j'ai vu des images où notre délégation a été attaquée. L'entraîneur grièvement blessé et bien trop joueurs également. Je ne comprends pas pourquoi dans une compétition où un pays qui reçoit une équipe adverse doit forcément se comporter de cette façon. Ça, c'est après le match. Sur le terrain, le joueur Est-ce que vous avez vu le supporter qui a couru à travers le terrain? Sur le terrain, j'ai vu une interview... Ça aussi, c'est dangereux. J'ai vu une interview de Steve Mounier qui faisait savoir que pendant l'hymne national de notre pays, ils étaient sifflés, ils criaient sur... Je ne comprends pas. Je pense que la CAF doit, franchement, comment on dit, sanctionner véritablement cette équipe ou ce pays, puisqu'il est question d'une compétition internationale. On ne peut pas à chaque fois qu'on se rend dans ce pays avoir des maux de tête rien qu'à penser qu'on veut aller jouer c'est hyper compliqué. Les passions, je suis d'accord, mais on va pas, les peuples sont souvent très passionnés. On va pas souhaiter ça chaque fois, on va pas encourager ce genre de comportement. Ça réduit un peu le goût de football et puis tout ça. Pour le jeu, je faisais savoir hier que nous avons une qualification par césarienne parce que ça n'a pas été facile. Ça a été très compliqué. On aurait pu être réaliste sur d'autres matchs et éviter tout le stress qu'on a causé à nos concitoyens hier. J'ai vu dans de petits coins où tantôt les gens avaient la mine serrée, tantôt ça respirait doucement. On ne savait vraiment pas véritablement comment est-ce que ça allait finir. Et pendant... Justement, et pendant ce match, on avait aussi un regard sur le match que faisait le Nigeria pour savoir justement de l'autre côté comment ça allait se passer. Donc bref, je me dis que ça a été une victoire avec un mélange de tout, le jeu, la chance, bien d'autres choses. Voilà. Mais après, le jeu, le fond du jeu. Le fond du jeu. C'est de ça que je parlais justement. Je me dis, comment vous l'aviez trouvé? Si c'est ça là qu'on va amener au Maroc, c'est-à-dire qu'on peut peut-être faire un match, deuxième match, en même temps on est éliminé et on retourne à la maison. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que c'est maintenant que le plus dur commence. Qu'est-ce que vous reprochez au match? Très peu de réalisme. J'ai vu un Olaïtan qui a repris avec ses défauts de jouer seul. Il aurait pu sévir un ballon, une belle occasion à son coéquipier qui aurait pu faire le jeu. Mais après avoir effacé deux adversaires, je ne sais pas ce qu'il cherchait encore entre un défenseur et le gardien, là où il voulait mettre le ballon. Je ne sais pas. Beaucoup d'occasions qu'on a manquées. On a dominé le jeu. On mettait l'équipe à moitié de terrain, mais on n'a pas concrétisé. Si tant est que notre équipe était partie avec l'esprit de gagner, mais elle aurait pu gagner. Mais on a pas l'esprit de gagner. Mais moi, j'ai pas vu ça. Ils se sont battus. Mais il fallait mettre le but. Mais c'est la différence, en fait. C'est la différence, il fallait mettre le but. Le but, c'est aussi une question de chance. Hein. En réalité, c'est un peu comme on le dit en langue fond, c'est le éblouissement coup. Le but, c'est pas une question de chance, c'est une question de travail, de technicité, il faut provoquer de par tous les moyens. Il faut forcer. Non, ça se travaille. Par tous les moyens. C'est le contexte du match. Je finis une riche sportif. Je précise que je finis rapidement. Que tout le monde est d'accord. Le contexte d'hier, c'était du éblouissement coup en fait. C'est-à-dire qu'il fallait tout donner. Tout donner, absolument pas un match nul, parce que en fait l'hypothèse de match nul c'est se faire racheter, en fait c'est comment on dit le dernier recours en fait, c'est quand on a tout tenté, tout essayé qu'on peut se réfugier dans un match nul et espérer une qualification. On aurait pu battre la Libye hier parce qu'on prenait le jeu, on tenait le jeu, on mettait l'équipe à la moitié du terrain, mais on n'a pas concrétisé. Donc il y a un travail de finition, n'est-ce pas, que notre équipe doit faire dans la perspective du Maroc. Je disais, Loris, que le but, c'est aussi question de chance. Ça peut à la fin être question de chance. Mais ça commence d'abord. La nuance, mais ça commence d'abord. C'est aussi une question de chance. Vous savez, observez bien les grandes équipes. Nous regardons tous des matchs où, vous avez la pression du début du match, du premier coup de sifflet au dernier coup de sifflet, vous avez la pression. Regardez notre équipe jouer. Vous allez remarquer, à un moment donné déjà, je laisse le match d'hier et je prends déjà le match qui l'a précédé. Observez quand le Nigeria met la pression, quand le Nigeria récupère la balle, les nôtres s'embrouillent. Ils s'embrouillent. Et dès qu'eux, ils reprennent la balle, le match se calme complètement.
Ils ne savent pas jouer sous pression. Et dès qu'ils rencontrent une équipe qui joue sous pression, ils s'embrouillent sur le terrain, ils ne se retrouvent plus. Premier aspect. Deuxième aspect, nous avons un problème de finition, comme l'a dit Eric. Vous avez les grands joueurs, c'est qu'ils savent où ils mettent la balle. Vous avez des joueurs comme Mounier et consorts qui, à un moment donné, se retrouvent dans des positions assez intéressantes, sinon des positions très opportunistes pour le pays, pour l'équipe, mais qui jettent la balle. Simplement. C'est ça, je vous dis. Ce n'est pas qu'une question de chance. C'est d'abord une question d'aptitude, de compétence et de précision. On travaille sur des précisions. Vous avez des joueurs comme des Ronaldo et consorts, ou des Messi, qui savent avec précision où ils veulent mettre la balle. Déjà avant de jouer, ils savent où la balle doit aller. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous les jours. C'est une pratique quotidienne. Les nôtres pensent que on peut travailler juste un peu, tricher un peu et avoir le résultat. Ce n'est pas possible. Alors, quel bilan faites-vous de cette campagne pour les éliminatoires? C'est vrai qu'on est qualifié, mais vraiment, la campagne, elle était positive là? Non. Ah oui? Je suis catégorique. Pourquoi? La campagne n'était pas positive. Pourquoi? On est qualifié, c'est le but essentiel. On aurait pu mettre les chances de notre côté depuis. Et avec tout ce que Ulrich a décrit tout à l'heure, c'est que nous avons joué de façon... Nous avons fait un peu de l'amateurisme. Il n'y a pas eu vraiment du professionnalisme dans notre jeu. Sinon, les équipes qu'on a rencontrées bien avant la Libye, on aurait pu engranger beaucoup de points. Et on ne serait pas dans ce casse-tête-là hier. Parce que hier, il suffisait que de l'autre côté, dans le match qui se jouait, que les choses changeaient un peu, qu'aujourd'hui, on serait encore en train de parler d'une défaite. Ci-dessus, on ne va pas encore à la CAN depuis, enfin, après 2019, où on n'est plus jamais allé. On serait encore en train de tenir ce discours-là. Moi, je pense que si nous devons faire un bon bilan, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une question de chance si nous allons à cette CAN-là. Parce que hier, on aurait pu, avec ce joueur-là qui maintenait la balle tout le temps, avec les occasions qu'on ratait, comment on ne réalise pas, les buts lorsque vous passez la balle jusqu'au niveau du poteau des autres? Bon, ça ne se comprend pas. Il y a que, au niveau du technicien, j'espère que Gernot Rohr ne va pas nous dire cette fois-ci que dans les caprices de ces joueurs-là sur le terrain, qu'il y a encore eu un peu de gris-gris qui a travaillé. Parce que là, c'est technique. Ça veut dire que... C'était une blague. Non, il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas blaguer avec ces gens. Oui, mais il ne réalisait pas qu'on justement. Il ne faut pas blaguer. Il va finir sur le bilan de la campagne. Il ne faut pas blaguer. On doit s'asseoir et se dire les vérités. Et comme l'a dit Eric, nous allons à une CAN. C'est une compétition où les gens viendront avec... disons, un bagage. Si nous... Des gens qui sont bien qualifiés. Qui sont bien... Bon, enfin, on est qualifiés. Des gens qui sont bien qualifiés. C'est le résultat. C'est pas la différence. Des gens qui sont bien qualifiés. C'est le résultat qui compte. Donc, je pense qu'avant le début de la compétition, il faut véritablement faire des réglages. Enfin, l'encadrement technique doit se revoir. On verra bien ce à quoi il faut toucher, mais déjà, chacun dresse le bilan de cette campagne-là. Eric, vous les avez vus livrer quand même une série de matchs. Moi, je les ai vus faire du service minimum. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons... Battre le Rwanda 3-0, c'est service minimum. Et le battre la Libye 2-0, oui, mais si fait un match nul avec un Nigeria énervé qui allait réveiller ses fantômes qu'on a aussi battu. Oui, est-ce que c'est service minimum ça? Avec le Rwanda, si cela avait été une belle correction, il leur suffisait de rééditer l'espoir. C'est tout. Au retour? Absolument. Ah oui? Aussi simple que ça. C'est si facile de battre le chez elle. Moi, je pense que... Je pense qu'il y a un fond de jeu qu'il faut revoir, n'est-ce pas? C'est vrai que le football, c'est un peu de tout, la chance, le jeu, puis tout ça. Mais il faut asseoir véritablement un fond de jeu. Il faut communiquer entre les joueurs pour que la circulation de la balle, le partage du ballon, jusqu'à l'objectif final soit véritablement atteint. Je veux croire qu'au retour de Tripoli, j'ai eu l'information, ils vont rentrer d'ici 10 heures. Et donc, il y a un travail, n'est-ce pas, qui doit commencer. Et le coach doit davantage travailler sur la psychologie de ce joueur, se montrer avec un peu plus de confiance. Un homme que j'ai été très calme. Moi, j'ai rarement vu les Béninois aussi calmes avec cette série de cartons, ce but refusé, et cette différentes phases de jeu. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient le dos au mur. Ils se posaient des questions, mais si on ne remportait véritablement
certainement pas la qualification, qu'est-ce qu'on va dire finalement? Parce qu'ils savent quelque part que le pays est déçu. Et que le pays, enfin aujourd'hui, nous avons un public de plus en plus exigeant sur des questions, enfin sur la prestation de nos joueurs. Regardez un peu les commentaires sur les réseaux sociaux. Parfois même on fait de l'humour avec la prestation de nos joueurs qui, à la limite, est passable. Donc on a aujourd'hui un public qui revendique avec le droit, n'est-ce pas, une meilleure prestation. Même avec la qualification, c'était pas la grande joie. C'était pas la grande joie. Encore la petite bouche. Non. Oui. On se pose des questions et je pense qu'on va finir là-dessus. Ce que l'équipe nous réserve pour le Maroc. On verra bien. Oui, le point des éliminatoires. Oui, je vais d'abord nuancer. Il faut déjà commencer par préciser qu'un match se joue avant, pendant et après. Ça, c'est clair. Avant le match, j'ai écouté Guernora qui a eu à dire certaines choses. Et moi, sincèrement, dans les doutes, avec ses mots de timidité. Ça m'a choqué pour avoir été athlète international pendant des années. Il y a des choses qui ne se disent pas. J'entends il blaguait peut-être. Non, là il blague pas. Là je ne parle pas des grigués. Il avait dit quoi? Il avait dit quoi? Je l'ai écouté, j'ai suivi son extrait sur le match Bénin-Nigeria et j'ai vu un sélectionneur dubitatif. Réécoutez l'extrait et vous verrez ce que je suis en train de dire. La communication, c'est très important pour le moral de la troupe. Quand il dit nous allons rencontrer une grande équipe comme le Nigeria, je suis désolé. Vous allez à une compétition parce que vous estimez que vous pouvez battre cette équipe, soit-elle grande, soit-elle aussi. Écoutez-moi, soit-elle grande, soit-elle minimisée. Nous avons vu le Sénégal doucher la France. Le Sénégal pouvait se contenter de dire mais la France c'est une grande équipe, mais le Sénégal a battu la France. Il y a beaucoup de matchs comme ça. On a vu des équipes que les gens avaient lignées que les gens avaient placées sur la liste des chevaux non partants, mais qui ont fait des merveilles. En un mot, dans le football, il n'y a pas de grande équipe. Il n'y a que le talent, les compétences et les aptitudes qui comptent. Donc ça veut dire que quand déjà un sélectionneur national estime que son équipe à lui veut rencontrer une grande équipe. Observez déjà ce superlatif. Je m'arrête là. Deuxième aspect. Oui, ce n'est pas une faute quand vous dites que de reconnaître quand vous dites ça, c'est du réalisme. Quand vous dites ça, il n'y a pas photo. Vous dites que permettez-moi toujours de vous relancer. Il n'y a pas photo entre le Nigeria et le Bénin en matière de football. Le parcours est trop différent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous estimez toujours que vous êtes petit. Et tant qu'on se dit qu'on est petit, ça veut dire qu'on est statistique. Non, mais c'est ça, c'est le cliché que l'on... Allez, on va faire avancer cette chose de choses. Juste comme vous prenez la parole, c'est compliqué. Vous m'avez arrêté. Donc, je dis, deuxième chose, il a précisé toujours dans cet extrait-là que oui, si au moins on peut avoir une égalisation, mais comment peut-on aller à une compétition, à un match, on ne pense même pas à la victoire systématiquement, on se dit, si on peut avoir une égalisation, et c'est l'égalisation que nous avons eue, il n'a fait que faire, c'est votre bilan de la campagne de ce qui devrait être fait, et ça a été fait. Moi je pense qu'en tant que sélectionneur, il doit être beaucoup plus encourageant, beaucoup plus fougueux, il doit être déterminé, il se dit, même si au fond de lui, il y a une petite voix qui lui dit, tu ne peux pas battre le Nigeria, qui se disent le Nigeria est à notre portée, nous devons la battre, nous devons le battre. Allez, deuxième axe de nos discussions. Parlant de l'équipe, oui, les grands travailler sur sa technicité et sur la performance. Les grands défis aujourd'hui en attendant le Maroc, Franck, les grands défis, j'avais commencé par le dire, c'est de nous retrouver pour tirer les grandes leçons de ce parcours que nous avons eu à faire au cours des éliminatoires. Qu'est-ce qui n'a pas réellement marché sur le plan technique, sur le plan psychologique, sur le plan de l'organisation? Parce que je me rends compte que le temps que prennent les joueurs pour, disons, pour s'habituer, pour faire les entraînements, je me dis que c'est un peu insuffisant. C'est un professionnel et ils ont juste besoin de 2 ou 3 séances pour commencer. Non, mais les professionnels, ils ne sont pas que... Enfin, ceux qui jouent par exemple à l'extérieur, ils s'ajoutent aux locaux et on forme l'équipe. Ceux qui sont sur place, qui ne jouent pas sur les mêmes installations, qui ne jouent pas dans la même atmosphère ou dans les mêmes conditions que ceux qui évoluent à l'extérieur, on doit pouvoir leur donner le temps de pouvoir fusionner les actions, de s'accommoder, de pouvoir faire de petits réglages. Il y a ça. Il y a également au niveau des supporters. Il faut faire un travail à ce niveau. C'est vrai. Oui,
c'est d'abord, il y a le jeu qui est fait sur le terrain, il y a, disons, l'accompagnement psychologique que nous devons apprêter. Les autorités doivent jouer également leur rôle, mais le gros problème, c'est au niveau du sélectionneur. Je pense que le travail qui doit être fait, c'est de pouvoir mettre ce qu'il faut sur le terrain au moment des remplacements, les réservistes, et moi je pense que c'est des choses on ne doit pas nous dire, par exemple, des discours, on ne doit pas tenir des discours du genre, si on atteignait. Non, on va à une compétition pour la remporter, pour arracher la victoire. C'est vrai que je ne me rappelle pas si c'est la dernière CAN ou quelle compétition, où on attendait le moins certaines petites nations, mais qui se sont révélées à la dernière en Côte d'Ivoire, on les attendait le moins, mais elles se sont révélées. Ça veut dire que si ces nations-là ont eu à le faire, nous-mêmes, on peut le faire. C'est pourquoi on dit le Cap Vert avec cette vague bleue, ils ont fait donc, il faut savoir que nous allons à une grande compétition. Il faut se fixer des objectifs et maintenant mettre les moyens qu'il faut, appeler les joueurs à temps pour qu'ils puissent faire les réglages. Je pense, dans la suite de ce que Ulrich disait, il y a aussi le mental qui compte. Je pense que c'est à ce niveau qu'il reprochait à l'entraîneur la faiblesse de ses mots, n'est-ce pas, quand il s'adressait à ses joueurs. C'est vrai, on peut utiliser des mots pour renforcer le mental des joueurs, n'est-ce pas? Il leur fait comprendre que ils sont grands, ils sont meilleurs, ils ont la capacité de faire tomber Goliath et tout ce qu'on veut. Peut-être que ça peut aider, voyez-vous. Bon, c'est vrai que l'homme, il a un franc-parler, il faut le reconnaître. Donc, elle est plutôt plus réaliste quand il rencontre des équipes adverses. Et il n'a jamais marché sur ses mots. Quand c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Bon, on peut comprendre ça aussi. On a vu Samuel Eto'o rentrer dans les vestiaires de son équipe qui a pratiquement gueulé sur ses joueurs. Je ne sais pas si finalement ça donne le résultat qu'il espérait. Donc, c'est vrai qu'il faut travailler sur le mental des joueurs. En termes de défi, je pense que l'entraîneur, en tant que chef d'orchestre, il doit prendre des décisions fortes. Et là-dessus, quand je prends Olaïtan par exemple, on peut le choquer en le mettant au banc. Parce que une équipe, on joue avec une équipe. On n'est pas dans une équipe où jouer contre son équipe, mais plutôt avec son équipe. On compose avec l'ensemble des joueurs. C'est vrai qu'il arrive dans des circonstances où, comment on dit, la prestation individuelle d'un joueur peut, n'est-ce pas, justement, amener une équipe à la victoire. Mais à la base, on joue avec l'ensemble des joueurs, avec le reste de ses coéquipiers, n'est-ce pas, pour construire un fond de jeu. Je pense qu'il y a des aspects sur lesquels nous devons travailler pour avoir la finition, notre technicité, plus de précision, faire en sorte que même dans les séances d'entraînement, que des joueurs se retrouvent seuls à ses essais sur un certain nombre de techniques, vous avez les coups francs, les corners, pour que ça soit plus précis. Donc je pense que là-dessus on n'apprend rien à l'entraîneur, il s'y connaît, il fera son propre bilan et je pense que dès le retour, ça va être un travail enchaîné. Je pense aussi que nos autorités ont joué un rôle parce qu'on m'a fait savoir que rien que pour assurer la sécurité des joueurs à Tripoli, on a fait voyager des agents de sécurité. Des agents de sécurité pour assurer la sécurité. On va faire un dernier tout à rapidement parce que j'ai une petite pression là et ça va finir là-dessus. À quoi est-ce que vous vous attendez au Maroc? Moi j'ai bien envie de revivre l'Égypte. Vous savez, on a joué avec le Maroc, le Sénégal, et vous avez vu le sentiment que cela a créé pour notre pays. 2025, nous sommes pratiquement à la porte des élections générales. La prestation des joueurs à cette compétition peut aider un peu à remettre un peu les températures de stress. Le pays, ça peut nous aider. Moi, j'attends des victoires. J'attends que nous passions le premier cap, que nous allions... qu'on franchisse toutes les étapes en fait. Qu'on aille en finale, oui, qu'on ramène la coupe. Qu'on aille en finale, qu'on ramène la coupe, pourquoi pas. C'est faisable. Absolument. C'est faisable. Absolument. Il n'est pas sincère. Si, je suis sincère. Quand on est sincère, comment on se présente? Tout à l'heure, on a reproché au sélectionneur d'avoir des mots faibles, d'avoir des mots assez timides. Moi, je dis qu'on veut la victoire, il faut ramener la victoire, il faut aller en phase finale. Oui, il faut nous ramener la coupe. Oui, Loris, rapidement. Je veux trois choses. La première chose, c'est de voir une équipe qui a un jeu collectif, un jeu de fond collectif, parce qu'il manque souvent la cohésion, des passes non précises, alors que ce sont des joueurs qui savent bien jouer. Donc, il faut s'être travaillé. Deuxième chose, je veux voir la finition du jeu, une finition qui permet de concrétiser, parce que vous avez beau jouer, vous avez beau dominer le match, si vous ne travaillez pas sur votre finition,
on va finir le match en disant ils ont dominé le match, mais ils l'ont perdu. Troisième élément. Et troisième élément, je veux qu'on arrête de rester dans la logique et dans la psychologie du contentement, parce que pour la dernière CAN à laquelle nous avons participé, il a fallu que c'était les écureuils en ce moment, que les écureuils se retrouvent en quart de finale, et tout le peuple, ou du moins tout le staff était tellement content, alors que d'autres équipes, quand elles vont à la CAN, c'est pour arracher la coupe. Réfléchissons coupe, réfléchissons finale, au lieu de dire si nous passons l'étape de 8e, de quart, de 6, non, allons pour gagner, allons pour arracher le trophée, au lieu de dire essayons de faire quelque chose, évitons cette politique, cette logique de contentement. Nous attendons l'ascension de la CAF par rapport à cet arbitre-là, qui a joué tout pour le tout pour faire tomber notre équipe. Ben, c'est un jeu. Oui, il faut que la CAF se prononce. C'est un jeu. Non, merci beaucoup, cher monsieur. Évitons d'attendre les dernières minutes pour nous faire qualifier. Faisons l'effort de c'est la fin de cette matinale. On va parler de long et large de cette qualification du Bénin à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue pour se dérouler au Maroc. Merci d'avoir été là depuis 6h30. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et à demain. Ils l'ont fait. Mesdames et messieurs, bonjour. Après 5 ans de parcours du désert, les Guépards du Bénin seront à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le Bénin parmi les qualifiés, bravo les joueurs, exulte le pays émergent, tandis que Fraternité affiche mission accomplie pour les Guépards. Libye 0, Bénin 0, les vérités de match irrespirables. Un duel intense qui aura tenu les supporters en haleine jusqu'au coup de sifflet final. Le décor était planté au stade international de Tripoli, où l'ambiance survoltée des supporters libyens promettait un combat acharné, raconte le quotidien Maison. Tel le coup d'envoi, les chevaliers de la Méditerranée ont multiplié les offensives. Leur domination en première mi-temps a mis à rude épreuve la défense béninoise, qui s'est montrée solide et disciplinée sous la houlette de Mohamed Tidjani et de Yohan Roche. La seconde période a vu les Guépards monter en intensité, affichant davantage de mordants. Tozin Ayegou a frôlé l'ouverture du score avec une tête magistrale qui a heurté le poteau, tandis que Steve Mounier, toujours aussi incisif, a vu sa frappe cadrée, freinée sur la ligne de but par le gardien adverse. Malgré des frayeurs, les Béninois ont résisté jusqu'au bout, décrochant un nul suffisant pour valider leur ticket. Détail Fraternité qui précise que cette qualification marque la 5e participation du Bénin à la CAN après les éditions de 2004, 2008, 2010 et 2019. Si le télégramme relève le caractère historique de la qualification des Guépards, le matinal préfère saluer la nouvelle dynamique imprimée au football béninois depuis quelques années en adressant ses félicitations au chef de l'État. Pendant que les Guépards redonnent du sourire et de la fierté au peuple béninois, les travaux se poursuivent au niveau de la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Plusieurs ministres et présidents d'institutions de la République se sont prêtés hier à l'exercice de présentation et de défense de budget au titre de l'année 2025. Fraternité rapporte que la ministre du Travail, Adidja Toumatis, a défendu un projet de budget qui s'élève à 7 995 442 006 francs CFA répartis en dépenses ordinaires à hauteur de 7 695 442 006 francs CFA et dépenses en capital estimées à 300 millions de francs CFA. Fortuné Noati de la Défense nationale a brandi une prévision budgétaire de 118 milliards de francs CFA essentiellement consacrée à la défense de l'intégrité du territoire national et la protection du soldat dans sa mission républicaine. De son côté, le télégramme a suivi la ministre du numérique et de la digitalisation dans sa présentation et note que le budget 2025 de ce département ministériel culmine à 29 300 966 192 francs CFA avec une hausse de 19,29% comparativement à l'année 2024. L'emblème du jour ajoute que la Haute Cour de justice
et la Sénat ont respectivement élaboré des budgets de 798 313 000 francs CFA et 1 806 764 240 francs CFA. Du palais des gouverneurs, mettons le cap sur les fermes ouest-africaines pour évoquer cette menace qui plane sur la sécurité alimentaire de la sous-région. Décryptage Info nous révèle que la production céréalière en Afrique de l'Ouest, d'après les récentes estimations de la FAO, a chuté en 2024 de 700 000 tonnes. Le quotidien précise que cette baisse se justifie par les conditions climatiques extrêmes, incluant sécheresse et inondations. Justice à présent avec l'affaire Steve Amosu qui a connu un nouvel épisode hier, lundi 18 novembre 2024, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Après un débat autour d'une exception de nullité, le procès est repoussé au 9 décembre prochain, résume Fraternité. Lors de l'audience, la défense a invoqué une exception de nullité de la procédure au regard des circonstances de l'arrestation de son client et a réclamé sa mise en liberté. D'après les précisions du journal, le collège d'avocats a estimé que les ravisseurs de Steve Amosu ayant déjà été jugés et condamnés par la même juridiction, la procédure est viciée et donc sa nullité doit être déclarée. Pour le ministère public, les exceptions de nullité invoquées par les avocats sont opportunistes et nulles. Terminons, mesdames et messieurs, par cette nouvelle rapportée par le matinal. Le maire de Semepodi, Jonas Benameto, semble englué dans une affaire de morcellement et de vente d'un domaine public de 301 hectares. Une demande de clarification lui est ainsi adressée par le chef de l'arrondissement de Semepodi, avec ampliation au chef de l'État, au ministre de la décentralisation et au préfet de Niamey. Fin de la revue de presse de ce mardi 19 novembre 2024.